Salut tout le monde. Bon, on va terminer le cycle sur les avions de chasse parce que vraiment on a parlé du russe, le MiG-41, on a parlé des systèmes chinois, notamment le J-36, et puis maintenant il fallait parler du F-47. Alors au début je voulais vous faire une petite vidéo improvisée, et puis de fil en aiguille, comme on est sur un sujet qui est extrêmement vaste, qui en réalité intéresse tout le monde, comme les précédents d'ailleurs, d'où le plus de millions de 400 000 vues que vous avez donné en audience à la vidéo sur le MiG-41 russe. Ça va bien au-delà de l'aéronautique. Il faut comprendre que ça concerne la géopolitique, la politique, l'application des fonds publics en général, mais aussi la gestion, donc ce qu'on appelle le management, les sciences cognitives, l'économie, ce que vous voulez, ça va très très loin. Y compris donc les biais cognitifs dans la gestion des organisations. Alors, je me suis dit que j'allais vous faire une conférence complète. Voilà, au début, vraiment, j'avais quelques références. Maintenant, j'ai mis tout ce que je voulais dire sur ce sujet. Et vous l'avez maintenant dans cette conférence, donc sur le F-47. Alors déjà, cette image qu'on va retrouver dans le bureau de Donald Trump, c'est une vue d'artiste, hein. Ça vous dit quasiment rien. Par exemple, le train d'atterrissage, c'est pas du tout celui-là qu'il y aura dans la vraie vie, c'est une vue d'artiste. En plus, on rajoute cette espèce de brouillard pour faire joli, pour pas trop voir que c'est une vue d'artiste, pour pas trop voir que c'est une image de synthèse. Bon, ce qu'on voit, c'est un grand drapeau américain. On a compris dans les usines Lockheed Martin, là en l'occurrence, ce sera Boeing, vous avez des grands drapeaux américains pour vraiment rappeler pour qui on travaille. Et du coup, évidemment, vous avez cette préoccupation de mettre un drapeau façon Patton. Mais bon, cette vision-là ne vous dit pas grand-chose. Si on dézoome, alors ça a été présenté à la Maison-Blanche. On a cette image qui était présente dans le bureau de Donald Trump. Donc il l'a présentée de cette façon, avec la même image, celle avec le drapeau, la vue d'artiste. Il faut être très clair. C'est une lifeline, une bouée de sauvetage pour Boeing. Boeing était dans une situation catastrophique. Leur véritable vente, c'était le F-15 AEX et le F-18 dans ses nouvelles variantes. C'est ça qui les maintenait à flot d'un point de vue militaire, avion de chasse. Sur le civil, ils sont dans une situation très dangereuse parce qu'ils ont perdu leur réputation en termes de contrôle qualité. On sait que Boeing fait beaucoup de conneries en termes de contrôle qualité. Il y a des lanceurs d'alerte qui sont morts, hein. Je ne vais pas aller jusqu'à envisager que Boeing les ait exécutés, mais bon, vous avez des lanceurs d'alerte qui se sont suicidés, puis pas qu'un seul. Vous avez des lanceurs d'alerte qui ont disparu. Et ils disaient tous la même chose, que Boeing faisait un contrôle de qualité merdique pour ses avions civils. Dernièrement, d'ailleurs, on avait eu des problèmes rocambolesques, souvent plus de peur que de mal, mais quand même des fois des accidents gravissimes avec Boeing. Donc là, Trump arrive aux affaires. Les usines Boeing, elles sont notamment à Saint-Louis pour les avions de chasse. Il a envie de relancer l'emploi. C'est parti. Il annonce un programme d'avions de chasse. Alors, il ne l'annonce pas. Il existe depuis les années 90 en réalité. On va y revenir. Mais il dit, ça sera Boeing qui va l'avoir. Ça, c'est le plus important. Parce que sinon, vous aviez que Northrop Grumman et Lockheed Martin qui auraient fabriqué des avions de chasse aux États-Unis. C'est pas une bonne situation. Donc, il fallait pouvoir rebooster Boeing. Je dis pas que Boeing le méritait, mais c'est ce qui s'est passé. Donc à la Maison-Blanche, on a vu cette autre image, toujours une image de synthèse avec très très peu d'informations, mais quand même des informations concernant la géométrie, mais qui n'engagent à rien sur le long terme. Je veux dire, on va revoir en particulier que vous avez ces canards à l'avant, ça c'est le point le plus important. Et les canards, c'est pas censé être quelque chose de très efficace pour la furtivité, qui est encore aujourd'hui le facteur clé de succès pour ce genre d'avion. Mais bon, en réalité, c'est planqué dans la brume. Cette image n'engage absolument à rien. Elle est là pour la communication au public. Donc, elle ne vous donne pas d'informations sur la longueur réelle. Tout ce qu'on sait, c'est qu'il y aura des canards. Ou peut-être pas en soi, si jamais il n'y en a pas, tout le monde s'en fout. Enfin, pas les espions j'imagine, mais les espions n'utilisent pas ce genre de photos, ce genre d'images pour déterminer ce que sera ce nouveau F-47. Pourquoi 47 ? 3 raisons. Le P-47, le légendaire P-47 pendant la Deuxième Guerre mondiale, qui vous envoyait donc l'équivalent à la chaîne YouTube Lindy Bay, je l'explique très bien. C'est comme si vous preniez un tir, une caronade dans le temps de la marine à voile. C'est comme si vous preniez un tir des canons d'un croiseur, parce que c'était des roquettes de 120 mm. Les canons des croiseurs avaient des 120 mm aussi. Donc c'est quasiment, quand ça vous roquettait au sol, ce genre d'avion, c'était comme si vous preniez un tir de croiseur. C'est ce genre d'avion qui vont dégommer essentiellement
évidemment les chars Tigre. Hein. Les chars Tigre, on évitait de les engager autrement que par l'aviation. Comme les Américains avaient la suprématie aérienne dans la zone, bien évidemment, ils préféraient envoyer des P-47, qui étaient aussi efficaces comme chasseurs, hein, pas de problème, très gros moteur radial, hein, c'est le physique, le look d'un chasseur de cette époque. L'autre raison, c'est que c'est en 1947 que l'US Air Force est créée, et oui, avant, hein, l'appui aérien dépendait directement de l'armée, enfin des GI, etc. Et puis bien sûr, tout de même, on sait que c'est parce que Donald Trump est le 47e président des États-Unis, et ça joue un rôle puisque avant c'était simplement le NGAD, Next Generation Air Dominance. Notez d'ailleurs que c'est Air Dominance, c'est pas Air Supremacy. Hein. La suprématie aérienne, ça c'est ce que les Alliés avaient en Europe pendant la Deuxième Guerre mondiale, raison pour laquelle Adolf Hitler a lancé l'offensive des Ardennes dans un épais brouillard, raison pour laquelle d'ailleurs George Patton avait demandé au chapelain de son armée une prière pour lever le mauvais temps, et en effet, le mauvais temps a été levé après. Bien entendu, vous en concluez ce que vous voulez selon vos sensibilités religieuses ou leur absence. Mais bon, ça vous rappelle que l'offensive des Ardennes avait été lancée dans un épais brouillard parce que les Alliés avaient un contrôle, une suprématie aérienne. Là, on parle plus de suprématie, on parle de dominance, ce qui est une réalisation de ce que en face, les Russes, ils ont de la très bonne technologie, que les Chinois ont de la très bonne technologie, même si elle a l'air un peu bizarre. Hein, on l'a vu dans la précédente vidéo, que les Chinois, c'est un trimoteur, ça c'est un peu bizarre, mais c'est pas si bizarre que ça. Donc, 47e président des États-Unis, P-47 et bien sûr 1947 création de l'US Air Force, raison pour laquelle ce NGAD a été appelé Boeing F-47. C'est donc évidemment un successeur du F-22, ça c'est un point important, pas du F-35. C'est un avion qui est destiné à ne pas être vendu, à ne pas être exporté. C'est vraiment le Air Dominance. Donc là, on est sur de gros avions comme le F-15, le Eagle, qui se vend donc toujours maintenant. Ça y est, il s'exporte parce qu'il y a le F-22 qui l'a remplacé, mais quand il venait de sortir, les Américains ne l'exportaient pas. Le F-22, bien sûr, ils ne le vendent pas et ils ont arrêté de le produire, si ma mémoire est bonne, en 2011, hein, un truc comme ça. Donc c'est pas récent qu'ils aient arrêté de le produire, et c'était un avion qui avait été pensé pendant la guerre froide. Et justement, le Next Generation Air Dominance, lui, a été pensé après la guerre froide. D'où cette idée de Next Generation, c'est le premier 6e génération qui aurait pris le vol. Mais alors attention, techniquement, c'est les Chinois. Trump, évidemment, va pas dire que China a sorti un avion de 6e génération qui vole, n'empêche, c'est ce qu'ils ont fait. Autant le MiG-41, on l'a pas vu voler. Donc côté russe, on peut se poser la question, mais là, puis il y a aussi le Sukhoi 75, enfin, il y a de vraies questions là sur qu'est-ce qu'est la 6e génération. En tout cas, ce que les Russes ont annoncé est très supérieur à ce que les Américains ont annoncé, mais bien sûr, on peut se dire, après tout, ce ne sont que des annonces. Maintenant, pour vraiment dézoomer d'un point de vue intellectuel, il faut toujours rappeler qu'il y a l'art de la guerre et il y a l'art de la paix. Et qu'on met beaucoup plus d'énergie dans l'art de la guerre qu'on en met dans l'art de la paix. C'est ce qu'avait dit William James, je l'ai rappelé dans les précédentes vidéos. William James, immense psychologue, pote d'Henry Bergson, qui est donc l'auteur de cette notion, l'équivalent moral de la guerre. Cette idée que toute la vertu qu'on met à faire la guerre, ce serait bien qu'on la mette aussi à faire la paix. Et malheureusement, on ne la met pas. Celui qui s'en était parfaitement rendu compte, c'était Dwight Eisenhower, dit Ike. Et Eisenhower avait donné ce légendaire discours avant de quitter la présidence, le discours sur le complexe militaro-industriel. Il avait dit, voilà, nous avons créé un complexe militaro-industriel. Il en parlait d'autant mieux que c'était Monsieur Marshall, le général Marshall, son supérieur, qui lui avait confié la mission d'organiser le complexe militaro-industriel pendant la Deuxième Guerre mondiale. Il avait vu émerger une ultra-puissance industrielle tellement puissante en fait que même Adolf Hitler ne voulait pas croire les chiffres. Enfin, vous aviez plus d'un bateau par jour, plus d'un navire de guerre par jour qui sortait des chantiers navals américains au sommet de l'effort de guerre américain. Quand Hitler a vu ces chiffres, il a dit c'est pas possible, c'est de l'intoxication, on s'est fait retourner des agents, ils mentent, ce n'est pas possible. Bah si, en fait, c'est ce qui se passait. Et cet appareil industriel colossal, à partir du moment où il a pu faire des armes, il ne s'est plus arrêté et il a eu un appétit de guerre, d'où la guerre de Corée, la guerre du Vietnam, les guerres d'Irak. Ce complexe militaro-industriel, il a toujours besoin de guerre pour vendre ses armes, d'où la guerre en Ukraine. Bien sûr, elle était évitable sur le plan diplomatique. Les Ukrainiens eux-mêmes s'en rendent compte aujourd'hui. Vous savez très bien que toute guerre repose sur un mensonge. Et le mensonge de la guerre en Ukraine, c'est que les Russes sont sortis de nulle part comme ça pour attaquer un pays qui ne l'avait causé aucun casus belli.
Exit par exemple le massacre absolument abominable de russophones dans la maison des syndicats à Odessa, où même la Cour européenne des droits de l'homme a reconnu la responsabilité des autorités ukrainiennes. Exit le fait qu'ils ont arrêté de payer les retraites et les fonctionnaires dans le Donbass, parce que ces enfoirés parlent russe, alors il ne faudrait pas non plus payer la retraite pour laquelle ils ont cotisé, etc. etc. Exit le fait qu'on avait eu plus de 15 000 morts, majoritairement des civils dans le Donbass aussi. Enfin, tout ça... On voit bien qu'en arrière-plan, on avait le complexe militaro-industriel américain qui avait besoin d'écouler ses armes, qui avait besoin d'un conflit. Ajouté à ça, bien sûr, les énormes cas de blanchiment d'argent. Même Zelensky a dit, attendez, vous êtes gentil, vous me demandez les comptes aujourd'hui. Sauf que moi, comme un chef d'État africain, pardon, européen, mais concrètement africain, j'ai reçu de l'aide. Elle est dans les comptes. C'est une dette que mon pays doit. Sauf qu'en réalité, mon pays n'en a touché que la moitié. Où est passé le reste? On ne sait pas. Rétrocommission, 10% for the big guy. Je rappelle que, bien entendu, la famille Biden a été absoute. C'est une absolution plénière, c'est digne des Borgia. Je vous bénis. Hop là, aucun problème, ni vu ni connu, je t'embrouille. Bon, ça c'est le problème du complexe militaro-industriel qui contrôle des députés, qui contrôle des sénateurs, qui contrôle une énorme part de l'économie américaine. Et évidemment, il absorbe des compétences, il absorbe du génie, il absorbe des moyens qu'on devrait mettre dans le civil. Et donc, Eisenhower n'y était pas allé par quatre chemins. Il avait dit, n'oubliez pas que chaque canon qui est fabriqué, chaque navire de guerre qui est mis à l'eau, chaque fusée qui est tirée, signifie au final un vol. Il a utilisé le terme vol, theft. Un vol de ceux qui ont faim et qui ne sont pas nourris, un vol de ceux qui ont froid et qui ne sont pas vêtus. L'immense Dwight Eisenhower a dit ça. D'autant plus qu'il avait vécu la crise de 1929, il avait vu les abominations de cette crise, donc il savait vraiment de quoi il parlait. À l'époque, vous aviez tellement... Justement, quand il parle des gens qui n'ont pas de vêtements à se mettre sur les épaules, vous aviez des marques de sacs de farine qui s'étaient mises à faire des sacs à motifs floraux pour que les parents qui achetaient un sac de farine pour tenir le mois puissent vêtir leurs filles en même temps en cousant des robes dans le sac de farine. Ça, c'est ce qui s'est passé après la crise de 1929. Donc lui savait ça, il avait vu, il avait parcouru les États-Unis. Et donc il savait que le complexe militaro-industriel allait devenir une tumeur qui allait pomper les richesses, les compétences, les moyens et les jeter dans des guerres qui allaient faire des millions de morts. Rien n'a changé depuis l'époque où il a prononcé ce discours. Donc n'oubliez jamais qu'il y a l'effort de guerre et l'effort de paix, qu'il y a l'art de la guerre et l'art de la paix, que l'art de la guerre attire beaucoup plus de gens que l'art de la paix. C'est absolument dramatique, mais c'est comme ça. Alors là, je vous ai mis le premier vol du Concorde, enfin c'est pas le premier, mais un où on a mis un Spitfire à côté. Vous n'avez que 33 ans d'écart entre le premier vol du Spitfire et le premier vol du Concorde. C'est quelque chose de remarquable. La technologie à réaction appliquée au monde civil, bien sûr, les Américains ont tué le Concorde. Aujourd'hui, c'est un secret de polichinelle. Quand les Américains se sont rendus compte que Concorde, qui signifiait la concorde notamment franco-britannique, un petit peu comme... avant, donc, vous aviez l'entente cordiale avec la perfide Albion, vous aviez ensuite la Concorde. Les Américains se sont rendus compte que, notamment avec les fameux moteurs Rolls-Royce, les Britanniques et le consortium franco-britannique avaient pris une avance considérable, mais la seule ligne qui était rentable pour le Concorde, c'était Londres-New York ou Paris-New York. Enfin, c'était celle qui faisait l'essentiel de la rentabilité potentielle. Qu'ont fait les Américains? Ils l'ont interdite en disant que Concorde faisait trop de bruit. Problème réglé. Ils avaient le droit de le faire, mais ça a flingué le Concorde. Et bien sûr, peu de temps après, 2001, le Concorde a eu un accident et il a été retiré du service. Il n'avait jamais vraiment été rentable. C'était davantage un emblème magnifique qui montrait il est rentable en termes de dérivation psychologique. Il ne faut jamais oublier que quand on fait des calculs comme ça, des comptes un peu d'apothicaire, quand on fait par exemple une façade libre, la fameuse théorie du Corbusier, il faut faire des façades libres. Bon, un terrain libre en ville, ça s'appelle un terrain vague, mais quand vous êtes le Corbusier, une façade libre, ça ne s'appelle pas une façade vague, ça s'appelle une façade libre. Évidemment, ça fait gagner de l'argent, mais on oublie toutes les retombées dans un quartier d'une belle façade travaillée, toutes les retombées, même aujourd'hui, à l'époque des selfies, à l'époque de TikTok, les retombées que vous avez à avoir un bâtiment qui rayonne une beauté plutôt qu'un bâtiment qui a une façade interdite, libre, vague. Évidemment, ça c'est des comptes qu'on ne fait pas quand on fait la construction d'un bâtiment. C'est un peu pareil quand on essaie de regarder les retombées d'un projet.
Oui, Concorde n'a jamais été rentable, mais à l'échelle plus globale de l'économie française et de l'économie des nations européennes, il a été rentable parce qu'il a été un vecteur de fierté, d'inspiration. On ne pourrait pas calculer les retombées réelles qu'il a eues sur les petites et moyennes entreprises anglaises et françaises, pas seulement donc en termes de commandes indirectes et directes, mais aussi en termes d'inspiration. En tout cas, donc, entre le passage dans le civil du moteur à réaction qui est perfectionné par les Anglais et les Allemands pendant la Deuxième Guerre mondiale, avec le Gloster Meteor et puis le Messerschmitt, Schwalbe, donc Hirondelle, eh bien, vous n'avez que 33 ans, enfin même 33 ans, c'est entre le Spitfire et le Concorde. C'est remarquable de voir ce qui se passe quand les technologies militaires passent dans le civil. Vous savez que j'ai appelé ça dans mes travaux le complexe pacifico-industriel. C'est quelque chose qui me fascine et qu'on devrait encourager systématiquement. Ce serait une des façons pour la DGA de se rentabiliser et d'augmenter ses crédits. Ce serait de trouver des méthodes très habiles, parce qu'attention, la DGA, elle bosse quand même avec du secret défense, mais des méthodes très habiles de faire tomber le plus rapidement possible par toute une culture les innovations militaires dans le monde civil. Parce qu'à chaque fois qu'on fait passer une innovation militaire dans le monde civil, on change le monde. Et c'est ce que j'aimerais voir du côté de Boeing. Cela dit, Boeing, comme d'ailleurs Airbus, ADS, fait des avions de guerre, fait du matériel de guerre, mais j'aimerais voir ces technologies passer davantage dans le civil aussi. Et puis pour toujours reprendre cette idée, fondamentalement, de la distance qui pouvait séparer les technologies, eh bien, vous prenez les frères Wright, qui ont fait voler donc leur avion. Vous voyez la tronche de cet avion, à côté de Dayton, dans l'Ohio. Entre ce vol... Enfin, du vivant de Orville Wright, le frère Wright qui a vécu le plus longtemps, quand il est mort en 1948, vous aviez le F-86F Sabre, donc chasseur supersonique de deuxième génération. Je ne sais plus si c'est deuxième ou première. Hein, là, vous me mettrez dans les commentaires si c'est deuxième ou première. Mais je crois que c'est première du coup. Enfin, le premier techniquement, c'est le Gloster Meteor et c'est le Messerschmitt Hirondelle. Donc du coup, j'imagine que celui-là, c'est deuxième puisqu'il arrive après la guerre. Donc deuxième génération. Et vous voyez à quoi il ressemble, etc. Puis il y aura bien sûr l'équivalent avec le MiG-19 soviétique. Et bien, entre ce vol avec cette espèce de biplan à pédale, enfin je rappelle qu'ils vendaient des pièces de vélo, les mecs, Orville et Wilbur Wright, entre ce vol-là, sachant en plus qu'en phase 2, ils avaient des grandes autorités académiques qui disaient que c'était impossible. Je rappelle que Lord Kelvin, alors qui est bien sûr beaucoup plus vieux que les frères Wright, mais Lord Kelvin disait « Non, faire voler un plus lourd que l'air, c'est impossible. Circuler, il n'y a rien à voir. » Heureusement que ces braves vendeurs de pièces de vélo avaient suffisamment de caractère. Vous avez le caractère, c'est ce qui vous permet de vous opposer aux abrutis du monde universitaire quand ils disent des conneries, et pas que à toutes les autorités en général. Le caractère, c'est ce qui vous permet de vous opposer à un supérieur quand il dit de la merde. Et bien, heureusement que ces gens-là avaient du caractère pour dire vous êtes gentils, mais nous, on a un avion à faire voler. Parce qu'après tout, ceux qui disent que c'est impossible sont priés de ne pas venir emmerder ceux qui tentent. Donc, dans le vivant du vivant de Orville Wright, eh bien, en 1871, complètement inimaginable de faire voler un plus lourd que l'air, même s'il y avait eu des cas de planeurs. Vous avez des savants arabes, je crois que c'était à Séville, qui avaient fait voler des planeurs. Bon, puis on savait techniquement faire un avion en papier. Bon, même si la popularité des avions en papier date du XXe siècle, mais techniquement, on savait faire ça. Bon, mais là, l'idée de pouvoir vraiment décoller, prendre de l'ascension, etc., sans utiliser des courants d'air chaud, c'était considéré comme impossible. Et bien, du vivant d'Orville Wright, vous aurez le F-86F Sabre. En sachant d'ailleurs... On a tourné une excellente masterclass avec Jean-Pierre Petit, qui au départ est un spécialiste en aéronautique, c'est après qui va développer la MHD et ensuite son remarquable modèle Janus, qui a d'ailleurs des potentiels très intéressants sur la propulsion en aérospatiale et qui à chaque fois n'a jamais été pris au sérieux. Enfin, vous connaissez bien sûr la rengaine, il avait parfaitement raison sur la MHD, les Russes ont piqué ses travaux, aujourd'hui les Russes ont des lanceurs hypersoniques avec les travaux de Jean-Pierre Petit. C'est terrifiant, mais c'est comme ça. Les gens qui sont responsables de cette gabegie n'ont jamais été inquiétés, ni même ne serait-ce que sanctionné. Bon, et ben dans cette masterclass avec Jean-Pierre Petit, il nous apprend. Elle sera donc disponible sur Scandaria bientôt. Vous savez, Scandaria, c'est ma bibliothèque, ça veut dire bibliothèque d'Alexandrie. On fait les masterclass à prix coûtant, donc plus on a d'abonnés, plus je baisse les prix, je me fais plaisir. Et dans cette masterclass, vous avez Jean-Pierre Petit qui nous dit, d'abord il a rencontré Coanda, le légendaire Coanda, le plus grand ingénieur aéronautique de tous les temps, et que Coanda, avant la Première Guerre mondiale, travaillait déjà sur des moteurs à réaction. Ce truc de dingue. Coanda, avant la Première Guerre mondiale, il faudra attendre la Deuxième Guerre mondiale pour que les moteurs à réaction soient mis au point correctement. Eh ben, il travaillait déjà sur le concept de moteur à réaction. C'est une source d'inspiration fascinante. Le mec, Coanda, était le Nikola Tesla de l'aéronautique, clairement, sans débat possible. Et imaginez bien,
que si jamais les nazis avaient eu les travaux de Coanda, avaient pu les prendre au sérieux, parce qu'à l'époque, ils n'étaient même pas secret défense. C'est ça le truc de dingue. Ce qui les protégeait, c'était le ridicule. En réalité, il faut savoir que la meilleure protection, parfois, pour le secret défense, c'est le ridicule. C'est que genre, c'est n'importe quoi. Enfin, quand vous avez un général 5 étoiles qui dit « mais c'est n'importe quoi, qu'est-ce que vous racontez ?» La meilleure confidentialité, c'est le ridicule. Et c'est valable dans tout un tas d'opérations, hein, que ce soit des opérations d'infiltration, des opérations de compromat, etc. Quand elles sont tellement what the fuck que les hauts gradés vont dire « mais c'est ridicule, enfin vous n'êtes pas sérieux », que les hauts gradés vont en venir à faire passer pour des idiots les valeureux agents de renseignement qui viendront leur apporter les preuves que ça existe, ou qui viendront leur dire qu'ils pensent que ça existe, quand les gens disent c'est ridicule, ça c'est la protection suprême. Et apparemment, les travaux de Coanda, c'était ça, c'était ridicule. Quand vous aviez, vous savez, les hauts gradés qui disaient à l'époque, en France, avant la guerre de 14 et pendant la guerre de 14 au tout début, oui, les aviateurs, c'est des sportifs, c'est des athlètes, ils font pas la guerre, ces gens-là. La guerre, c'est le fantassin avec son fusil dans les tranchées. Ces mecs-là, dans leur machine volante, ils font pas la guerre. Bon, il faudra attendre 1 ou 2 ans, 3 ans avant qu'on commence à dire que ces gens-là faisaient la guerre. Donc là, quand vous avez des Joffre ou des Foch qui vont dire ce genre de conneries, bah là, c'est la confidentialité suprême. Et c'est sans doute ce qui a protégé les travaux de Coanda, puisque si les Allemands avaient eu l'avion en réaction au début de la guerre, ils auraient gagné la guerre. Donc cette technologie, ça va très vite. Alors maintenant, aux États-Unis, vous avez Blake Scholl. Là, je montre ce post sur X que j'ai liké, comme vous pouvez le voir, un petit cœur rouge en bas, qui dit voilà, il est temps. La Chine commence à faire du vol supersonique avec le Comac C949. La Chine dévoile un projet de jet supersonique qui aurait 50% de rayon d'action de plus que le Concorde et qui serait très silencieux. Et ben voilà, Blake Scholl qui lui dirige Boom Aéronautique, Boom Aviation, je crois, voilà, Boom Supersonic s'appelle sa société, et qui titre voilà sur sa boîte, donc ce n'est pas un article de presse que je vous montre, mais il titre « Trump est frustré sur les délais de Air Force One » et il considère des alternatives. Et ça serait, il montre voilà, une vue d'artiste là aussi avec son projet de boom supersonique pour Air Force One. Et donc là, vous voyez Trump dans le bureau ovale qui, avec le drapeau de la Space Force derrière lui qu'il a créé bien sûr, tient une maquette du boom supersonique. Donc oui, on pourrait revenir à ça, en sachant que je crois que c'est Dassault qui avait fait ça, le Zero Emission quelque chose, le ZES ça s'appelait. Un avion qui tournerait au biocarburant. Mais malheureusement, aujourd'hui, vous avez des tarés de politique en France qui disent non, mais l'aviation n'est pas une industrie d'avenir. Donc, on est prié, évidemment, de leur faire confiance. Cependant, que vous avez d'autres tarés qui disent non, il faut que les civils fassent pas plus de 2 vols aller-retour dans leur vie. Et comme ça, les vaches seront bien gardées. Bon. Je suis désolé, hein, mais je pense que ces gens-là n'ont peut-être pas vu une carte du monde, ils n'ont peut-être pas vu la démographie mondiale, ils n'ont peut-être pas compris que les Indiens et les Chinois, qui sont pas plus cons qu'eux, n'investissent pas dans un futur comme celui-là. Hein. Ils ont compris les enjeux actuels, ils ont compris comment les choses se passent, mais les Chinois, eux, ils reverdissent le désert. Et oui, si vous voulez décarboner l'atmosphère, en supposant même que ce soit vraiment la priorité absolue, on débattra pas de ça dans cette conférence, mais si vous voulez vraiment décarboner de façon sincère, bah, investissez dans les récifs artificiels, créer des récifs, couler des rames de métro comme fait donc le métro de New York pour pouvoir avoir des récifs qui vont se former. Parce que les coraux fixent énormément de CO2, bien entendu. Hein, leur squelette, c'est du carbonate de calcium. Et investissez dans les forêts, reverdissez le désert. Si vraiment c'est le CO2 qui vous préoccupe, faites ça. Les Chinois font ça plutôt que de dire aux Chinois, ils ne pourraient pas d'ailleurs le dire politiquement, vous ne ferez que 2 voyages aller-retour dans votre vie. C'est ça le vrai à venir. Alors justement, puisqu'on parle des avions chinois, vous avez 2 excellentes chaînes qu'il faut suivre sur le plan francophone. Bien sûr, anglophone, vous avez bien d'autres chaînes, mais je vous recommande Jumpseat Aerobuzz, qui est vraiment la référence francophone sur l'aéronautique. Il n'y a pas de débat là-dessus. Ils ont donc fait une émission avec l'excellent professeur Leminck sur le J36 chinois. Je vous encourage à aller la voir. Et il vous parle bien sûr, comme je vous en ai parlé dans mon émission, du fait que c'est quand même un peu bizarre que ce soit un tri-réacteur. Mais il y a des raisons précises à cela. Donc, je vous encourage à suivre cette chaîne, elle est remarquable. Et je vous encourage à suivre la chaîne d'A.T. Shui, donc qui s'appelle A.T. Shui, qui est donc la chaîne de Pierre-Henri Shui, qui est ancien pilote de Rafale Marine, lieutenant de vaisseau, 3 barrettes, l'équivalent de capitaine dans l'armée de terre, et qui est un vulgarisateur, un orateur exceptionnel. Alors là,
il va falloir que je fasse un détour parce que dernièrement, j'ai fait une vidéo en direct avec Eric Denessé et Maître Massimo Bianchi sur le décortiquage, le debunk, hein, concrètement le debunk des attaques complètement bidons dont il fait l'objet. Oui, il a fait l'objet d'attaques, vous n'êtes peut-être pas au courant de ça, et tant mieux d'ailleurs, mais en fait, on a une étude de cas là, de terrorisme intellectuel à très très grande échelle, une opération coordonnée, vraiment, c'est une campagne de dénigrement, ce que les Américains appellent smear campaign. Ça fonctionne exactement comme les campagnes de relations publiques, vous savez, vous pouvez payer un cabinet pour vous dire que vous êtes génial, pour que vous passiez dans la presse, etc. Ça a été fait notamment pendant l'élection d'Emmanuel Macron. Bah là, vous avez eu une smear campaign. Vous pouvez aussi faire des relations publiques négatives. Les Américains sont spécialistes de ça. Ils le font souvent pour détruire des personnes physiques, mais aussi pour détruire des personnes morales, pour faire s'effondrer le cours en bourse d'une société pour pouvoir la racheter plus facilement. Quand on fait des OPA, par exemple, c'est typiquement ce qui se fait. En France, vous aviez des cabinets qui se sont fait prendre la main dans le sac à faire ce genre de conneries, hein. Je pense notamment à Avisa Partners, où il y a eu un gros scandale de campagne de presse négative avec eux. Mais vous avez d'autres cas aussi. Et donc là, bah, vraiment, c'est une étude de cas. C'est-à-dire que les attaques sur Atechouet, elles sont absolument caractéristiques. Alors, du coup, je voulais revenir un peu dessus. Vous avez une chaîne concurrente, parce que c'est du dénigrement là, hein, une chaîne concurrente, celle de Xavier Titelman, qui a immédiatement titré « Traître au service de la Chine ». C'est fendu d'un petit point d'interrogation, mais alors, dans les d'autres posts qu'il a fait, il n'y avait pas de point d'interrogation, hein. C'était « Oh là là, j'espère que vous vous rendez compte à quel point c'est grave le fait que Athé Pierre-Henri Chuet ait trahi son pays au profit de la Chine ». Ça a été dit comme ça. Bon, là, vous savez d'entrée de jeu que vous êtes dans la campagne de dénigrement sale. La personne qui a dit ça, c'est très marrant, je me suis dit, mais c'est un pilote ce mec, parce que je le vois faire plein de photos dans des cockpits. Là, il y a une photo que je vous mets dans un cockpit, au poste de pilotage, hein, une autre dans un cockpit au poste de pilotage, et encore une autre dans un cockpit au poste de pilotage, avec la main en plus. Mais j'ai vérifié, aucun de ces cockpits, il ne sait piloter les avions de ces cockpits-là. Aucun. Et puis en fait, je n'ai trouvé aucune preuve que ce mec sait piloter un avion. Littéralement, j'ai plus de preuves que Maître Massimo Bianchi, qui a ses brevets de pilote, peut piloter un avion que ce type. Donc là déjà, oula, il y a un problème. Qu'est-ce que ce gars-là vient me parler des capacités de Pierre-Henri Chuet ? Alors, qui c'est Pierre-Henri Chuet ? Bah, c'était le plus jeune pilote de France, sur le plan, bien sûr, de l'aéronaval. Enfin, le plus jeune élève pilote de France quand il a été formé. Vous voyez la tête qu'il a, là, vraiment, ça sent bon la puberté. Il était déjà recruté comme élève pilote. Donc, on parle vraiment d'un type au talent exceptionnel. Et moi, j'ai vu aussi ses talents d'orateur, ses talents d'organisateur, capable de créer des sociétés remarquables en France. Étant conférencier professionnel, je peux confirmer chez un père PAIR ses compétences. Et je reconnais qu'en tant que formateur d'entreprise, c'est quelqu'un qui est dans l'élite de ce qui se fait de mieux en France. Et bien entendu, comme je vous encourage à le soutenir dans cette période, bon, il est au-dessus de ça, mais dans une période où on tente de casser sa clientèle concrètement, parce que vous imaginez bien que quand vous êtes une grosse PME française ou un grand groupe qui veut une excellente formation d'Atechouet, vous dites « Ah oui, mais moi j'ai lu dans le Canard enchaîné, ou j'ai lu dans Ouest France, ou j'ai lu dans le Parisien, alors vous là malheureux, courage fuyant ». Non. Ces formations sont remarquables, prenez-les bien entendu. Alors, il intervenait sur LCI, il faisait le lien entre le PIF et le PAF, le paysage internet français, le paysage audiovisuel français, et sur LCI ou sur BFM TV, il intervenait régulièrement et c'était un des rares intervenants qui tenait vraiment la route pour le coup. Or, une fois, il avait été intervenant pour casser Musk, hein, concrètement. Il l'avait invité parce que Musk avait dit voilà, mais franchement, le F-35 a coûté une fortune. Et c'est vrai, 2000 milliards de dollars pour le programme F-35. Ça a coûté aux contribuables américains. On va en reparler. Et Musk disait, mais franchement, moi, avec 2000 milliards, il a raison. Il n'a jamais coûté 2000 milliards aux contribuables américains, Musk, de près ou de loin. Et les prêts qu'il a touchés du contribuable américain, il les a remboursés, le mec. Mais bon. Eh bien, là, à ce moment-là, le plateau de LCI s'attendait à ce que Pierre-Henri Atechouet accablât Musk en disant, mais bien sûr, il dit n'importe quoi, il y connaît rien. En plus, il est même pas pilote. Bon, bah non, Pierre-Henri Chuet a dit non, mais en fait, c'est pas con ce qu'il dit. En réalité, on a besoin de plus de drones. Il y a tout un tas d'avantages. D'abord, un drone, bah, il n'a pas de pilote, donc il va pas faire une syncope s'il dépasse les 8, 9G. Et puis, il y a tout un tas d'autres avantages. Bien sûr, perdre un drone, c'est pas très grave. Perdre un pilote qui a coûté des années de formation à son pays, c'est peut-être plus grave. Donc, Pierre-Henri Atechouet avait dit ça. Bon. Je ne dis pas que c'est la raison pour laquelle il a connu une smear campaign, c'est beaucoup plus probablement parce qu'il était neutre sur l'Ukraine. Neutre. Pas
à prendre parti, pas à vous dire, pas à attaquer un pays ou un autre, mais totalement neutre, professionnel, comme un vrai professionnel dont les vies de collègues dépendent dans son métier. Il est resté impeccablement professionnel et c'est sans doute ça qu'on lui a reproché, plus le fait que, bien sûr, il a cette espèce de pseudo-concurrent qui fait des selfies dans des cockpits. Ce pseudo-concurrent est tout à fait content maintenant d'avoir ses attaques sur Pierre-Henri Chuet. Mais bon, soyons sérieux. Alors, en termes de méthodologie, c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, là vous avez un exemple de terrorisme intellectuel, par la méthodologie du presque vrai. Alors ça c'est un point très important. Les gens n'ont pas le temps de faire l'audit, d'accord? L'audit d'un billet de presse. C'est comme un billet de banque, ok? Vous prenez un billet de banque, mais qui sont les gens qui sont capables de regarder si le filigrane est correct, si jamais le micro-point est correct, vous savez, ces micro-inscriptions que vous avez dans les billets de banque, si le papier, le polymère est correct. Qui ont ces capacités? Si les hologrammes sont corrects, personne. La majorité des gens n'a pas ces capacités. Alors pour les billets, c'est simple. On a des machines qui peuvent détecter les faux billets. Certaines peuvent être prises en défaut, mais vous comprenez le principe. Mais on n'a pas de machines qui peuvent détecter un faux billet de presse. Or, c'est quoi le point commun entre un faux billet et un faux billet de presse? Vous savez, dans le journalisme, on appelle un article un billet. Rends-moi ton billet. Quand je travaillais pour Le Point, je devais rendre mon billet. Eh bien, c'est quoi le point commun entre un faux billet et un faux billet de presse? Je vais vous le dire, c'est le presque vrai. Un faux billet, il est presque vrai. Il est presque vrai. Il y a quasiment un hologramme, il y a quasiment le filigrane, il y a quasiment le micro-point, il y a quasiment le polymère. Il est presque vrai. Mais est-ce qu'il est vrai du coup? Non, il est faux. Et je veux que vous reteniez ça, parce que toutes les campagnes de dénigrement, de diffamation, les campagnes pour salir, elles ont tout en commun le presque vrai. Mais tout ce qui est presque vrai est faux. C'est aussi simple que ça. Il n'y a pas de presque vrai. Il y a vrai ou faux. Un bon faussaire, un bon enfoiré qui veut salir quelqu'un, il va vous faire du presque vrai. Avec des insinuations. Il va enlever toutes les preuves contradictoires qui le dérangent. Il va utiliser systématiquement des morceaux de preuves. Et quand vous êtes un imbécile standard, vous êtes là, ça a l'air vrai. Il a mis une source, il a mis un truc qui a l'air vrai, il a mis une capture d'écran. Retenez bien ça, de la même façon qu'un morceau de bœuf n'est pas un bœuf et qu'un morceau d'humain n'est pas un humain, un morceau de vérité n'est pas une vérité. Et les vrais diffamateurs, les vrais enfoirés, les vrais falsificateurs sont en permanence dans le presque vrai. Ils vous mettent des morceaux et ensuite ils laissent les insinuations. Et comme évidemment un clampin standard ne sait pas plus repérer un faux billet de banque qu'un faux billet de presse et encore moins un faux billet de presse, ça vous permet de créer tout un tas de faux billets de presse avec des insinuations, des sous-entendus qui vont passer en diffamation. Si vous attaquez en diffamation, il y en a qui vont passer. Il y en a qui auront gain de cause. Parce qu'en France, en plus, contrairement aux États-Unis, vous pouvez être reconnu coupable de diffamation, mais être excusé pour bonne foi. C'est ce qui s'est passé avec Karine Lacombe pour, par exemple, Didier Raoult. Elle a été excusée pour bonne foi. Elle a bénéficié de l'excuse de bonne foi. C'est magnifique, mais c'est comme ça. Aux États-Unis, ça n'existe pas. En France, ça existe. Et comme vous avez pas mal de gens en France qui continuent à appeler votre honneur un juge, parce qu'ils ont été influencés par les séries américaines, on n'appelle absolument pas un juge votre honneur en France, on l'appelle madame la juge, madame le juge si vous préférez, ou en tout cas monsieur le président, etc., mais certainement pas votre honneur. Eh bien, les gens croient aussi que la diffamation, c'est comme aux États-Unis, vous allez sortir multimilliardaire. Absolument pas. Donc ça permet de créer plein de faux billets de presse. Et ensuite, ces faux billets de presse, ils vont évidemment dans la banque centrale du blanchiment des faux billets de presse, à savoir Wikipédia. Et donc là, pareil, le clampin standard, il est là, il dit mais il y a plein de sources. Oh là là, c'est magnifiquement sourcé. Mais non, une source n'est pas une preuve. Et là, on en revient à ce que je vous ai appris dans ma conférence sur le journalisme au XXIe siècle. On est passé du standard preuve au standard source. Avant, on avait des articles qui étaient probants, qui prouvaient ce qu'ils titraient. Maintenant, c'est des sous-entendus. Et donc, on n'a plus besoin de preuves, on a des sources. Wikipédia n'a pas de preuves, Wikipédia a des sources. Vous avez un petit numéro, c'est une source, c'est pas une preuve. Ces sources ne sont pas probantes. Quand vous mettez 60 sources sans aucune preuve, vous avez toujours 0 preuve. Une source n'est pas une preuve. Et vous pouvez aujourd'hui inonder la réputation de quelqu'un avec des sources qui ne sont nulle part probantes, mais qui, agrégées sur Wikipédia, vont permettre en effet de pouvoir dénigrer quelqu'un. Alors, vous avez des gens comme votre serviteur qui aujourd'hui, en fait, s'en foutent complètement, et même mieux que ça, c'est devenu un badge d'honneur, c'est-à-dire c'est une légion d'honneur. Mais c'est vrai que pour d'autres personnes, ça peut être déstabilisant. Donc vous, autour de vous, vous devez expliquer, d'une part, qu'un morceau de vérité n'est pas plus une vérité qu'un morceau d'humain est un morceau d'humain. D'autre part, que tout ce qui est presque vrai est faux. Tout ce qui est presque vrai est faux. Pas certains trucs sont presque vrais, mais vrais. Non,
Tout ce qui est presque vrai est faux. On est vrai ou on est faux. Si on est presque vrai, c'est qu'on est faux. Si un billet de banque est presque vrai, il est vrai? Non, il est faux. Si un billet de presse est presque vrai, il est vrai? Non, il est faux. Donc ça, vous devez le retenir aussi. Vous devez être capable de l'expliquer aux gens qui se font avoir par des faux billets de presse. C'est comme s'ils se faisaient avoir par des faux billets de banque. Donc un morceau de vérité n'est pas une vérité, un morceau d'humain n'est pas un humain. Tout ce qui est presque vrai est faux. Ça, c'est le point le plus important. Et enfin, une source n'est pas une preuve. Et aujourd'hui, on est au standard source. Vous avez des gens qui peuvent vous coller sur X, sur Twitter, une source, et dire « Ah, le débat est terminé ». Non, cette source est-elle probante? La réponse est non. Maintenant, on va analyser un petit peu ça dans le cas de Pierre-Henri Chuet. Le Top Gun français qui volait être près des Chinois. C'est de l'insinuation, ça. C'est ce qu'on appelle du hearsay en droit américain. Des on-dit. Mais vous n'avez pas, là, une déclaration précise. Oui, il est traître au service de la Chine. Pour ça, vous avez besoin de quelqu'un qui va blanchir ce faux billet, comme un Titelman, par exemple. Et du coup, là, vous avez les gens qui vont garder « Ah oui, Chuet est un traître », ce qui est complètement faux, encore une fois. Mais voilà le genre de faux billets de presse, sans aucune source probante. Puis après, vous devez vendre du papier. Je veux dire, au bout d'un moment, il faut vendre des articles. Alors, bon, vous avez du sensationnel, vous avez un YouTuber qui est très suivi, face à un journal qui se vend de moins en moins, bah forcément, le calcul est vite fait. Hein. Vous avez des enfants à nourrir, un crédit à rembourser, et vous allez faire ce genre de titre. Le Parisien, mon voyage ne s'est pas très bien passé. Un ex-pilote de chasse français visé par une enquête pour ses liens avec la Chine. Alors, visé par une enquête, il n'est pas mis en examen. Donc là aussi, il va falloir m'expliquer, mais ok. Pas de problème. Pour ses liens avec la Chine. Voilà, bon, mais vous blanchissez ce billet, ça devient traître avec la Chine, il a vendu des technologies. Et puis, alors Mediapart, magnifique, les discrets mais lucratifs séminaires d'un pilote de chasse français en Chine. Alors là, ça m'éclate parce que Mediapart, bah en fait, ils ont été condamnés à une pénalité de 1,4 million au fisc français parce que ces petits coquinous s'étaient appliqués à un taux de TVA qui n'était pas applicable à leur entreprise. Et oui, en fait, vous savez que Mediapart ne vend pas de journaux papier, donc ils se sont appliqués quand même le taux de TVA de la presse papier alors qu'ils faisaient de la presse digitale, sans aucun problème. 1,4 milliard de redressement, 1,4 million pardon, de redressement, et c'est pas fini. Ils ont eu d'autres affaires derrière. Vous avez le site d'information en ligne, c'était appliqué donc à ses débuts un taux de TVA réduit 2,1% contre 19,6. Hein. Ça va, quand vous divisez quasiment par 5 votre taux de TVA, ça va. Bon, challenge, Mediapart et Arrêt sur Image en redressement fiscal lance un appel aux dons. Ah bah là, vous verrez pas des articles qui disent les lucratifs business de Mediapart. Et je rappelle que ce qu'a pris Pierre-Henri Chuet en facturant ses conférences qui étaient légales et qui avait informé à l'époque sa hiérarchie n'a absolument rien à voir avec ce qu'a pompé Mediapart en s'appliquant ce taux de TVA différent. Mais bon, vous ne verrez pas d'article là-dessus, de poids, de mesure à chaque fois. Alors, revenons aussi un petit peu là-dessus. Donc ok, le mec il vend des secrets stratégiques à la Chine, mais alors il fait ça avec une boîte française, et puis il fait pas ça de façon prolongée, hein. Il fait ça one shot, ok, et puis alors il prend des sommes ridicules. C'est quelqu'un qui s'y connaît en affaires, il prend des sommes mais vraiment ridicules, et il fait ça en prévenant sa hiérarchie. C'est vraiment un espion de merde. Non, normalement dans la vraie vie, hein, quand ça se passe ça, quand vous avez une technologie qui fuite, par exemple, vous avez quelqu'un qui s'appelle pas Chuet, mais Huet, Chouet, pardon, Chouet, pas Chuet, mais Chouet, qui est un ancien espion français. Il vous en parle très bien dans cette petite opuscule Sagesse de l'espion. Les Russes avaient pompé de la technologie française et ça avait donné le Concordski, le fameux Tupolev russe, qui était comme le Concorde, donc le Concordski. En fait, le Concordski s'était craché au Bourget et on avait dépêché des gens, dont Alain Chouet. Et Alain Chouet était allé chercher un morceau de la carcasse du Concordski, l'avait amené, il en parle dans ce bouquin, l'avait amené donc à des spécialistes qui s'étaient bien rendus compte que c'était les mêmes matériaux que le Concorde français, donc la technologie française fuitait. Et là, on a mis des gens dessus. Ben ça, c'est la vraie vie. Et dans la vraie vie, c'est quoi? C'est prolongé, c'est ultra feutré. Les gens qui faisaient ça, ils donnaient pas des conférences en Russie avec l'autorisation de leur hiérarchie. Et on se fait payer beaucoup plus cher, et certainement pas par une boîte française. Je veux dire, la base, ça passe par des sociétés écrans offshore un peu partout dans le monde. Donc là, déjà, pour un mec qui est pas un idiot, je veux dire, pour être plus jeune élève pilote de France, c'est pas un idiot, le mec. Bon. Et bien là, son comportement, il n'est pas normal pour quelqu'un qui vend. Puis alors, en plus, c'est pire que ça. C'est-à-dire qu'on pourrait dire, ok, peut-être qu'il a fait ça de façon fortuite. Il a fuité des trucs parce qu'il est un peu con-con. Ok, mais le problème, c'est qu'il sait exactement ce qui est confidentiel, ce qui est secret défense et ce qui est très secret. Maintenant, secret, très secret. Il le sait parfaitement. Donc la possibilité que ce soit fortuit, elle est complètement exclue par son professionnalisme. Donc, et son professionnalisme, du coup, fait que s'il avait fuité
technologie, où ses compétences, vraisemblablement l'appontage de nuit. Voilà, c'est ce qui est laissé comme ça, laissé entendre. Il n'y a aucune preuve de ça. Aucun de ces articles n'est probant. Il n'est même pas encore mis en examen. Et quand bien même il le serait, après toutes ces pressions de la presse, ça influence un juge d'instruction. Ça aussi, il faut le savoir. Eh bien, quand bien même il le serait, présomption d'innocence, on n'est pas en Union soviétique. Certains de ces gens-là sont d'anciens trotskistes. Peut-être qu'ils regrettent ça. Mais bon, on n'est pas en Union soviétique. Du temps de Staline et de Trotsky, on était en effet présumé coupable devant un tribunal, mais ce n'est pas le cas en France. Bon. Quoi qu'il en soit, son expertise, du coup, elle ajoute aussi que son comportement reste complètement bizarre pour quelqu'un qui vend, c'est-à-dire qui vend des secrets à la Chine. C'est-à-dire que le type, du coup, il aurait vendu pile poil ce qu'il faut pour être inculpé, mais rien pour être millionnaire. Parce que après, bon, si vous prenez ce genre de risque, vous quittez le pays, vous vous retirez en Floride et vous sortez 1 million. Non, il aurait vendu juste ce qu'il faut pour être inculpé, mais pas ce qu'il faut pour être riche. Ça aussi, c'est bizarre. Ça y est, des trucs, je me demande, c'est pas... Là, c'est du masochisme. Là, c'est vraiment un comportement qui est extrêmement étrange. Et puis donc, cette presse, je parle de faux billets, ils ont écrit qu'il avait fait ses séminaires en Chine sans l'accord de sa hiérarchie, sans que sa hiérarchie soit informée. C'est même pas sans l'accord, c'est sans l'information. C'est faux, c'est un mensonge frontal, purement sensationnaliste pour vendre du papier, mais c'est factuellement faux. Donc charte de Munich, fuck you, au bout d'un moment, on a du papier avant. Donc voilà l'idée générale. Et puis alors, j'ai voulu pousser le bouchon un peu plus loin, parce qu'il faut quand même analyser tout ça, le terrorisme intellectuel. La déesse de la justice, bon, aussi loin que ma mémoire se souvienne, elle a les yeux bandés et elle a une balance avec 2 plateaux pour peser le pour et le contre, pour instruire à charge ou à décharge. Ce que n'ont pas fait ces journalistes. Eh bien, bon, j'ai voulu prendre des cas comparables, j'ai pesé dans la balance. Et bien sûr, je vous résume, on en parle déjà dans cet entretien avec Éric Denessé et Massimo Bianchi. D'une part, vous avez Jacques Biot, ancien patron de l'IX, l'école polytechnique, vous savez, la 7e école polytechnique au monde. Ah oui, ça me fait toujours marrer. Les gens croient que l'école polytechnique de Palaiseau est la première du monde. Non, en fait, c'est la 7e. Elle est derrière, pas dans cet ordre-là forcément, mais elle est derrière Polytechnique Zurich, qui est la meilleure école polytechnique au monde pour le coup, Polytechnique Lausanne, qui est la 2e meilleure école polytechnique au monde, Polytechnique Singapour, qui est maintenant Nanyang Institute of Technology, et Polytechnique Hong Kong. Et puis, j'avais fait une vidéo qui disait ça, donc elle doit être 5e, mais en fait, non, je m'étais gouré. J'avais oublié aussi Polytechnique Munich, qui est fondé comme un polytechnique, qui a changé de nom, mais qui est une école polytechnique concrètement, et qui a été fondée comme telle. Et puis, bien sûr, vous avez après d'autres polytechniques devant, donc bon, ok, très bien. Mais c'est quand même censé être la plus grosse grille de rémunération du CAC 40, pas de problème, ça se discute. Eh bien, ce Jacques Biot, là, patron de Polytechnique, école militaire, avec un général qui la surveille, etc. Il bosse pour Huawei aujourd'hui. Et là, c'est prolongé, c'est une fiche de paye qui touche tous les mois. Personne songe une seule seconde à écrire des articles en disant que c'est un traître vendu à la Chine. Donc si on ne fait pas ça pour Jacques Biot, j'aimerais bien qu'on m'explique pourquoi on fait ça pour Pierre-Henri Atéchuet. Bon, là, 2 poids, 2 mesures, la balance, aveugle, tout ça. Parce que Huawei, il bosse avec les services secrets chinois, c'est de notoriété publique et c'est même la raison pour laquelle Donald Trump les avait fait interdire aux États-Unis. Donc bon, là, qu'est-ce qu'on rapide. Et puis, Jacques Biot, on est sur quelqu'un de sulfureux. On est sur le type qui avait recommandé à Laurent Fabius pendant l'affaire du sang contaminé, je cite, une gestion astucieuse du calendrier pour tester les poches de sang. Une gestion astucieuse du calendrier, gestion astucieuse. Bon, ça aussi c'est un peu bizarre, mais pas de problème. En tout cas, aucun article de presse ne l'accuse d'être un traître vendu à la Chine. Pas plus que les articles de presse ne vont accuser Gérard Haraud, l'ancien ambassadeur français, d'être un traître vendu à une puissance étrangère. Pourtant, cet ambassadeur de France aux Nations Unies et en Israël a bien travaillé pour NSO de façon prolongée. On peut dire les trucs très lucratifs. Là, vous ne verrez pas non plus Mediapart dire les contrats très lucratifs de Gérard Haraud ou de Jacques Biot. Voilà, on est entre personnes du même cercle et du même monde. Eh bien, Jacques Biot, lui, et maintenant Gérard Haraud, voilà, il bosse pour NSO qui fait Pegasus. Pegasus, c'est pas n'importe quoi. C'est fourniture de moyens à des chefs d'État pour violer un droit humain fondamental, à savoir le secret des correspondances. Oui, c'est pas un détail, l'espionnage à outrance. Vous avez quand même aux Nations Unies la Déclaration universelle des droits humains qui dispose de ce que tout humain a le droit à la protection de ses correspondances. Eh bien, Pegasus est intimement fait pour violer ce droit humain et a été fourni à des dictateurs pour ce faire. Eh bien, Gérard Haraud a bossé pour la société qui fait ça, qui fournit des moyens pour violer des droits humains. Personne dans la presse ne va dire qu'il travaille pour une puissance étrangère. Et tant mieux, il est présumé innocent jusqu'à être prouvé coupable. Donc tant mieux. Et d'ailleurs, de base, personne ne dit non plus que comme il est ambassadeur et qu'il avait évidemment des informations secret défense, très secret défense,
en sa possession, et personne ne dit, bah, comme il les avait, il les a forcément donnés. Or là, c'est le procès qu'on fait à Pierre-Henri Chuet. On dit, comme il les avait, il les a forcément donnés. Bah, non, comme il avait, Gérard Haraud, ces informations, personne ne dit qu'il les a forcément données. Comme Jacques Biot avait des informations secret défense en sa possession, personne ne dit que parce qu'il est payé par la Chine via Huawei, il les a donnés directement. Donc on voit un deux poids, deux mesures absolument scandaleux. Je ne parle même pas de Raffarin. Alors là, bien sûr, quand même, comme c'était un politicien exposé, il a eu le droit à quelques billets de presse, mais ça va, personne n'a dit que c'était un traître vendu à la Chine. Personne n'a dit, bien sûr, qu'il était en sympathie avec une puissance étrangère, ce qui est le dernier étage du code pénal. Les tribulations de Jean-Pierre Raffarin en Chine, c'est tout. Quand vous êtes Premier ministre, ancien Premier ministre, vous avez la peau suffisamment dure pour supporter ce genre de petite écorchure. Quoi qu'il en soit, voilà, je crois que là, on est au clair avec le total deux poids, deux mesures. D'une part, sur la morale, c'est-à-dire que d'un côté, Mediapart dit « Oh là là, les lucratifs », ouais, c'est pas lucratif quand vous prenez 1,4 million. Bon, et ensuite, oh là là, traître à la Chine, sous-entendu, comme il connaissait des choses secrètes, il les a forcément données aux Chinois. Bon, bah, on n'a pas fait ce procès à Jacques Biot, on l'a pas fait à Gérard Haraud. Donc là, je crois que les choses sont dites. Maintenant, je voulais revenir sur un point peut-être encore plus grave. C'est qu'en faisant ce genre de conneries et ce genre de campagne de dénigrement, eh ben vous avez une menace qui pèse sur tous les officiers français maintenant. Et les services étrangers qui voudraient déstabiliser la France, ils en ont pris bonne note, croyez-moi bien. Vous avez peut-être entendu parler de la Bleuite. La Bleuite était une opération qui avait été montée par un capitaine sous les ordres de Massu pendant la guerre d'Algérie et qui consistait à compromettre des officiers, des hauts cadres du FLN. Donc l'idée était que l'armée française enverrait des informations qui diraient que ces officiers, ces cadres du FLN ont été compromis. Et ça a très bien marché, le FLN a liquidé la fine fleur de ses combattants parce qu'ils étaient bleuis par les services français. Donc ça s'appelle compromettre des informations. Ce sont des méthodes qui permettent de liquider les agents français. La CIA a fait ça. Alors déjà, vous aviez eu les purges staliniennes. Ça, c'était le SD, le service de renseignement allemand. Et le SD avait réussi à intoxiquer Staline, qui était complètement paranoïaque, en lui faisant croire que le SD avait donc des généraux soviétiques dans ses fiches de paye. Notamment le légendaire Mikhail Tukhachevski, qui a été tué pour ça, après un procès stalinien, et c'est concrètement un procès stalinien qu'on fait à Pierre-Henri Chuet, sauf qu'on le fait dans la presse pour l'instant. Mais c'est exactement les mêmes principes, présumé coupable, et parce qu'il avait des infos, il les a forcément données, enfin toutes les méthodes classiques de ces mecs-là. Et donc Mikhail Tukhachevski, eh ben, il a été exécuté, c'était lui le père du concept de bataille en profondeur, que les Russes appliquent encore aujourd'hui, et ce concept-là, bien sûr, fera que l'armée rouge sera triomphante pendant la Deuxième Guerre mondiale, le meilleur maître de la bataille en profondeur a été exécuté par Staline lui-même parce qu'il avait été compromis par les Allemands. Compromis bien sûr pour le tuer, pour rendre l'armée rouge inefficace. Et un de ses meilleurs élèves, le maréchal Konstantin Rokossovski. Konstantin Rokossovski, c'est juste le général qui a infligé la plus grosse défaite à une armée de tous les temps devant la bataille de Cana avec Hannibal. 28 divisions anéanties dans l'opération Bagration dont il est l'architecte en juin et juillet 44. Donc c'est quelqu'un de sérieux. Et Staline lui a fait arracher les ongles, l'a fait envoyer au goulag, 2 exécutions simulées où il a dû creuser sa propre tombe parce qu'il était compromis avec Tukhachevski. Sauf que comme Rokossovski était un Polac puissance 10, avec une capacité de résistance à la douleur digne de Jean-Charles Skarbowski, que je salue d'ailleurs, eh bien, lui se faire arracher les ongles et avoir des exécutions simulées, ça n'a pas entamé sa bonne humeur. Il est quand même devenu général de l'Union soviétique et il a quand même culminé avec l'opération Bagration. Je kiffe tellement son histoire que je lui ai consacré un morceau de rap chez Hyper Doctors. Le titre, c'est Entre guerre et paix, dans le 2e album Origami. Ok, maintenant la CIA avait fait ce genre de conneries aussi, ça vous a donné le film L'Aveu, alors là c'est assez magnifique et triste et tragique, à savoir, vous aviez un super agent soviétique qui s'appelait Noel Field, alors le super agent, contrairement à ce qu'on attaque là Pierre-Henri Chuet, le super espion, il laisse 0 chance de le soupçonner, c'est la base. Vous prenez Anthony Blunt par exemple, qui était un super espion soviétique, qui était professeur d'histoire de l'art à Cambridge et qui était responsable des œuvres d'art de la reine d'Angleterre et qui a même été au MI5 et au MI6 et dont les autres espions étaient aux affaires étrangères britanniques. C'est ça un super espion. Il va pas commencer à faire des conférences à Moscou comme ça, non.
Il laisse rien. Bah, Noel Field, en l'occurrence, il était avec les Quakers. Donc vous imaginez un espion bolchevique chez les Quakers. Enfin, là, on est dans l'espion de haut niveau. Et évidemment, il les a baissés complètement. Et ben, la CIA a voulu se venger de Noel Field. Elle a voulu montrer qu'elle ne laisserait pas cet espionnage impuni. Elle a fait ça de façon très intelligente. C'était Dulles, hein, déjà à l'époque. Dulles, qui, je le rappelle, est aujourd'hui de loin le suspect numéro 1 pour l'assassinat de Kennedy. Eh bien, Dulles a fait l'opération Splinter Factor. Elle est déclassifiée. Vous la trouvez sur Internet aujourd'hui. Et l'opération Splinter Factor a consisté à faire croire qu'ils avaient retourné Noel Field. Et comme vous aviez à l'époque les purges de Prague, eh bien, tous les proches de Noel Field ont été incarcérés et torturés. Noel Field a été buté, bien entendu. Donc la CIA a pu se venger. Et le film L'aveu de Costa Gavras parle de ça. Il parle d'un proche de Noel Field qui est torturé avec des exécutions simulées. Et ce proche de Noel Field a vraiment existé. Il a été exfiltré par la CIA, qui l'a ensuite fait prendre une retraite dorée à Monaco. Et ce mec-là, eh ben, n'a jamais su que c'était à cause de la CIA qu'il avait été incarcéré in the first place. Donc, sans déconner, les services étrangers, quand ils voient à quel point c'est devenu facile de dénigrer un officier français, à quel point c'est devenu facile de faire une énorme campagne sale de terrorisme intellectuel, eh ben, ils prennent bonne note, croyez-moi bien. Et ils se disent, bah, très bien, maintenant nous on va pouvoir aussi glisser des informations dans la presse ou ailleurs avec nos agents d'influence et on va pouvoir compromettre des héros français. Tout ça à cause d'une faramineuse connerie qui a été faite, d'une faramineuse affaire d'enfoiré, hein, soyons clairs, pour pas utiliser un terme plus péjoratif, qui est faite sur Pierre-Henri Chuet. Donc je voulais quand même rappeler ça, soutenez-le en allant, donc soit en commandant ses formations sur Débrief, soit bien sûr avec sa chaîne YouTube. Ne vous laissez pas avoir par les terroristes intellectuels. Cette conférence, bien sûr, lui est dédiée. Retour maintenant à la conférence. Donc, je vous ai dit que c'était une vision d'artiste au départ, cette représentation du F-47. Mais on note quand même bien ces canards qui sont entourés. Alors les canards, c'est pas du tout bon pour la furtivité, tout le monde le sait dans l'industrie aéronautique. Mais le problème de l'industrie aéronautique, c'est que c'est le royaume des compromis. C'est l'endroit où on doit en permanence faire des compromis. Vous prenez le Concorde par exemple. Bah, c'était un compromis entre vitesse et habitabilité, précisément entre aérodynamique et habitabilité, qui est le compromis principal de l'aviation civile. Vitesse, habitabilité. Pourquoi? Enfin, aérodynamique, habitabilité. Parce que ce qui est aérodynamique n'est pas habitable. Essayez de faire voler une caravane pour voir. Essayez de faire voler une maison pour voir. Habitable et aérodynamique, c'est pas compatible. Donc, ça nécessite en permanence des compromis. Le Concorde, bah, vous n'aviez que 2 heures de trajet, 2 heures et demie. Mais bon, vous étiez les uns sur les autres, quoi. Alors c'était cool, vous aviez des super services, que vous aviez payé votre billet 20 000 francs à l'époque. Mais bon, n'empêche que ça durait 2h30 les uns sur les autres. Alors c'est ça la question, est-ce que c'est mieux d'avoir par exemple un avion transparent, on va y revenir, l'avion de Wonder Woman, qui soit moins rapide, mais transparent? Bah why not? Moi, personnellement, un avion avec une sensation d'espace gigantesque et un vol plus long, je prendrais sans problème. Ce qui posait la question des hydravions comme le Hercule de Hughes Aviation, etc. Mais aussi, bien sûr, la question des aérostats, les Zeppelin. Les Britanniques avaient aussi des Zeppelin. Les Zeppelin, bien sûr, il y a le Graf Zeppelin qui, lui, a cramé parce qu'il était rempli d'hydrogène pour 2 raisons. D'une part, c'est que les Américains avaient mettaient un embargo à l'Allemagne nazie sur l'hélium, qui est un gaz très rare. Hein, et d'autre part, parce que l'hydrogène pèse 2 fois moins lourd et 2 fois moins dense que l'hélium. Donc, mine de rien, c'est quand même aussi plus rentable de gonfler un ballon à l'hydrogène qu'à l'hélium. Ces appareils étaient très luxueux, permettaient de faire le tour du monde, etc. Et avaient une expérience du voyage qui était différente. Et aujourd'hui encore, beaucoup de gens seraient tout à fait partants pour faire des voyages civils dans ce genre d'appareils, qui reviennent d'ailleurs aujourd'hui. Donc, au départ, ça vient, donc c'était le NGAD, Next Generation Air Dominance, je vous ai dit Dominance, pas suprématie, hein, ce qui est une reconnaissance un peu à demi-mot du fait qu'en face, vous avez quand même des gens qui peuvent vous contester la suprématie, donc on n'est plus à l'époque de la suprématie, on est à l'époque de la dominance, et notamment, il avait un sous-projet qui s'appelait le NGAP, Next Generation Air Propulsion. Et vous voyez les budgets, seulement 7 milliards, je dis seulement parce que
Bon, dans la scène, on a mis 1,4 milliard, mais je ferme la parenthèse. Mais seulement 7 milliards par rapport aux 2000 milliards que va coûter le programme F-35. Donc on voit quand même que c'est pas du tout les mêmes ordres de grandeur, même en termes de retour sur investissement. Donc c'est Pratt & Whitney, qui maintenant appartient à Boeing, qui a fait donc les prototypes de Next Generation Adaptation Propulsion. Et donc vous voyez au départ ces projets, le dièdre positif, etc. pour le NGAD. Et puis aujourd'hui, on a des vues d'artistes qui sont pas beaucoup plus précises que cette représentation. Donc ce que je veux dire, c'est que c'est pas une surprise en réalité. Surtout pour les services étrangers justement qui espionnaient bien sûr les États-Unis, qui continuent à les espionner. C'est pas une surprise. On n'est pas dans quelque chose qui les a pris complètement par surprise côté chinois, côté russe aussi. Parce qu'en fait, ça date de 95 tout ça. Vous aviez là, c'est un article de la NASA. Par monsieur Engelbeck, si je ne me trompe pas, voilà, Engelbeck RM, qui a été publié en juin 1995. De la même façon que le F-22 a été conçu pendant la guerre froide, le F-47, lui, a été pensé à cette époque. Et en fait, quasiment tout ce qui est dévoilé aujourd'hui du NGAD, désormais le F-47, même si il pourrait y avoir des variantes, alors on ne sait pas trop si le NGAD, c'est le F-47 et toutes ces variantes, ou s'il y aura un autre appareil après le F-47. Bon, je pense que non, et la plupart des experts pensent que non, mais techniquement, on ne le sait pas. Eh bien, vous avez donc cet article qui, en fait, résume tout déjà à l'époque de ce que devait être le F-47, donc enfin, l'essentiel. Et on va voir un peu aussi sur la doctrine. Alors, déjà, quand vous prenez, donc vous avez ce mème qui est très marrant, sur le rayon de virage. Pouvoir faire un virage très serré. Donc le F-104, look, I can explain, c'est-à-dire en termes de virage, le F-4 qui a besoin de l'équivalent d'une ville de New York pour virer. Voilà, enfin non, c'est le F-104 qui a besoin d'une ville, pardon. Mais le F-4 dit, moi, je n'ai besoin que de 2 pâtés de maison pour virer. Le F-16 qui lui dit, tu as besoin de 2 pâtés de maison, moi, j'en ai besoin que d'un seul. Et le Sukhoi 35 qui dit, vous avez besoin d'espace pour tourner ? Et ensuite, vous voyez donc le rayon, le F-104, bah, c'est tout droit en comparaison. Le F-4, 2 pâtés de maison, le F-16, 1 pâté de maison. Et le Sukhoi 35, bah rien, puisqu'il est super manœuvrable. Donc, il peut littéralement tourner sur lui-même. La super manœuvrabilité pour un appareil volant, c'est exactement comme si vous pouviez faire un créneau en orientant vos roues à 90 degrés. Donc, vous n'avez pas besoin de rayon de virage pour faire un créneau. C'est-à-dire votre rayon est de 0, puisque vous pouvez rentrer exactement dans l'espace de la voiture, puisque vous avez la possibilité de tourner vos pneus pour pouvoir faire un créneau. Du coup, c'est plus un créneau d'ailleurs, pour pouvoir rentrer parallèle parking, comme disent les Américains. C'est assez intéressant, ils disent parallèle, les Québécois aussi, parce qu'en Amérique du Nord, il y a énormément de place entrante. Donc l'idée de faire un créneau, le parallèle parking n'est même pas forcément enseigné dans certains permis de conduire aux États-Unis. Mais donc voilà, le rayon, bon, parce que vous avez la super manœuvrabilité. Le Sukhoi 35 est super manœuvrable, pas le F-16, pas le F-4 bien sûr, et certainement pas le F-104, qui je crois a été appelé Widowmaker, pour ses petits problèmes de manœuvrabilité justement. Alors là, vous avez Sergei Bogdan, qui est un pilote d'essai de Sukhoi, qui est même le pilote d'essai en chef de Sukhoi, qui vous dit, voilà, dans le combat classique aérien, on a besoin d'une grande vitesse parce que ça vous donne plus d'énergie, mais si vous ratez votre coup, et la probabilité est là, parce que bon, il y a des manœuvres pour éviter les missiles, et ben le combat sera davantage prolongé. Après avoir manœuvré, l'appareil sera à une vitesse plus faible. Mais les 2 appareils seront dans une position où ils ne peuvent pas tirer. Avec la super manœuvrabilité, ça vous permet d'être en position de tirer dans les 3 secondes et de recommencer, même si vous avez raté votre coup. C'est tout à fait exact. Maintenant, vous êtes en 1 contre 1, on connaît le cas du Pugachev Cobra là, qui nécessite justement de la super manœuvrabilité, mais qui réduit votre énergie à 0, ce qui fait que s'il y a un autre pilote dans les parages, vous l'avez dans l'os. N'empêche que ça se discute, cette notion de super manœuvrabilité. Et c'est bien pour ça qu'au final, les bureaux d'études qui sont un poil mieux informés que moi, vous en conviendrez, et un poil mieux informés que tous les experts qui parlent publiquement, ont décidé d'opter pour la super manœuvrabilité au final, pour tout un tas d'appareils, dont le F-35, dont bien sûr le Sukhoi 35, et aujourd'hui le 75, 57, etc. Et puis, on peut en revenir à la doctrine. Là, je vous ai mis, bien sûr, le combat de boxe du siècle, Fight of the Century, donc à savoir Mohamed Ali contre Joe Frazier,
Qu'est-ce qui fait que Mohamed Ali reste aujourd'hui le plus grand boxeur de tous les temps en poids lourd sans la moindre contestation possible? Beaucoup de gens disent « Ah oui, mais regardez, Floyd Mayweather, il a 0 défaite. » Non, 0 défaite, ça veut rien dire. 0 défaite, ça veut dire que vous avez affronté des gens soit quand ils n'étaient pas à leur prime, soit dans les mauvaises conditions, que vous les avez pas rematchés. Surtout, très important, Ali, il est 11-0 en rematch. Ça, c'est un score, ça, c'est une statistique deuxième degré qu'aucun boxeur poids lourd n'a dans sa carrière. Et puis, Ali, il est champion incontesté, ce qui n'est pas le cas de Floyd Mayweather, mais là, je m'écarte. Quoi qu'il en soit, ce qui faisait qu'Ali était spectaculairement bon, c'est qu'il affrontait les gars qui étaient les pires pour lui. Joe Frazier, par exemple, n'aurait jamais pu battre George Foreman, de près ou de loin. À un moment donné, la physique reprend ses droits. Quand vous avez un mec qui a des jabs en forme de poteau téléphonique, vous ne pouvez pas le battre en vous approchant. C'est pas possible. C'est la raison même pour laquelle George Foreman est mort récemment, donc rest in peace, maestro. George Foreman qui disait « La boxe, c'est comme le jazz. Plus c'est bon, moins les gens l'apprécient. » Je comprends tout à fait. Eh ben, George Foreman, même Mike Tyson a refusé de l'affronter pour les mêmes raisons, hein, les lois de la physique. Eh ben, les lois de la physique étaient défavorables à Ali parce que quand vous êtes un outboxer comme Ali, bah, c'est le swarmer comme Frazier qui vous éclate, hein, c'est pierre, feuille, ciseaux. Et en fait, ce qui fait qu'Ali est exceptionnel, c'est que c'est la feuille qui a battu le ciseau. Concrètement, normalement, dans le pierre, feuille, ciseaux, Foreman bat Frazier, Frazier bat Ali et Ali bat Foreman. Bah, Ali, il a battu Frazier. Pas la première fois, mais il l'a battu quand même. Et quand vous avez un boxeur qui bat le gars qui est taillé sur mesure, entraîné sur mesure pour le battre et qui est physiquement fait pour le battre, bah vous avez un boxeur d'élite. Quoi qu'il en soit, l'entraîneur d'Ali, Angelo Dundee, remarquable, disait Ali a besoin d'une pièce entière pour se battre. Bah oui, hein, il danse, donc il a besoin de distance, il n'aime pas se battre à l'intérieur. Mike Tyson a besoin d'un dressing. Closet, ça veut dire placard, mais c'est plutôt un dressing. Et Joe Frazier, lui, se bat dans une cabine téléphonique. Bah, c'est exactement ça pour le dogfight, hein, le combat aérien. C'est-à-dire que vous avez des avions qui se battent, qui ont besoin d'une pièce, 2 pâtés de maison ou une ville entière. Vous avez des avions qui ont besoin d'un dressing, comme le F-16, et vous avez des avions qui peuvent se battre dans une cabine téléphonique, comme le Sukhoi 35 par son hyper-manœuvrabilité. Et ça crée des opportunités supplémentaires. Il est clair que si vous savez vous battre dans une cabine téléphonique, ça peut changer la donne. Pour revenir à la boxe, par exemple, le dernier grand champion invaincu des poids lourds, c'était Lennox Lewis. Bon, maintenant, vous avez à nouveau un champion avec Usyk qui est incontesté, ce qui est une bonne chose, undisputed, mais qui n'est pas du tout au niveau de Lennox Lewis. Bah, Lennox Lewis, dans son combat avec Klitschko, avec le meilleur des Klitschko, à savoir qu'il n'a pas le meilleur record, mais c'est parce que la mère des Klitschko leur avait interdit de se battre entre eux, ce que je comprends tout à fait, et comme c'était quand même quelqu'un de bien, il s'est dit je ne vais pas battre mon frère, donc c'est pour ça que Vladimir Klitschko a un meilleur record que Vitali, mais Vitali était clairement meilleur techniquement. Et bien dans Lennox contre Vitali, Lennox explose Vitali, pourquoi? Parce que Lennox au départ il était habitué à avoir de longs bras, et a explosé tout le monde à distance, y compris Mike Tyson, qui l'a explosé à distance. Mais le problème, c'est que Vitali Klitschko avait des plus longs bras que lui. Et bien à ce moment-là, vous improvisez, et Lennox Lewis, il est arrivé à se baisser sous le jab, pourtant excellent, de Vitali Klitschko, et il l'a explosé en in-fighting. Et bien c'est pareil avec un chasseur, et c'est ce que vous dit là, fondamentalement, Sergei Bogdan, il vous dit, ouais, c'est cool. C'est très bien de se dire on va que se battre à distance et tout, sauf que bah, des fois, les choses se passent pas comme prévu. Et à ce moment-là, c'est bien de pouvoir se battre dans une cabine téléphonique et d'avoir une nouvelle solution de tir en 3 secondes sur votre adversaire. Donc, alors je vous ai parlé des avions qui savaient pas tourner. Bon, la légende des avions qui savent pas tourner, bah, c'est bien sûr le Blackbird. Le Blackbird, lui, il avait besoin, tenez-vous bien, de l'Ohio pour tourner, ok? Mais là, le Blackbird, c'est quoi? C'est des ramjets, c'est des statoréacteurs, c'est fait pour aller à des vitesses phénoménales. Mais vous voyez déjà aussi hein, l'approche, la forme, parce qu'en fait les chasseurs aujourd'hui se bombardisent. Alors techniquement le Blackbird c'est pas un bombardier, mais en conception c'est un bombardier. Bon, il était là pour prendre des photos, mais son fonctionnement, son altitude, sa doctrine, en fait il bombarde des photos, il bombarde du renseignement si vous voulez. Et puis là, on était à l'époque où vous aviez une air suprématie. Parce que quand le Blackbird pouvait se balader sans aucun problème au-dessus de l'Union soviétique, et le U-2 avant lui, bah évidemment, là, c'était de la suprématie, c'était pas de la dominance. Bon, après, ensuite, rapidement, les soviétiques ont récupéré leur retard et ont réussi à faire en sorte que le Blackbird ne puisse plus survoler l'Union soviétique. Mais vous voyez la forme, hein, la forme du nez en particulier. Bon, c'est pas fait pour emporter un très gros radar non plus, parce qu'à l'époque, c'était pas ça l'idée, c'était prendre des photos. Très bien. Mais ça, en rayon de virage, c'est l'Ohio. On n'est plus dans le même délire. Bon, très bel avion. Vous voyez les formes aussi, quand même, qui ressemblent. Alors, cela dit, vous voyez d'entrée de jeu des dérives de queue. C'est pas techniquement des dérives de queue, hein, c'est à l'arrière des réacteurs, ok, très bien, mais ça, c'est pas bon pour le stealth. C'est pas bon pour la furtivité, et c'est pour ça que le F-47 n'en a pas.
Le F-47, donc, je vous l'ai dit, il vient de tout un tas d'autres projets. Hein. Vous aviez notamment le YF-118G, oiseau de proie, et vous aviez aussi donc j'ai oublié son nom d'ailleurs à celui-là, mais c'était un projet typiquement conçu par Boeing, enfin par une filiale. Voilà, vous aviez le X-36, voilà, qui avait été repris, donc qui a été conçu par une société qui a été rachetée par Boeing. Donc, c'était vraiment dans les tuyaux. Vous voyez déjà aussi pas de dérive de queue. Donc, vraiment, ce que je veux vous dire, c'est que les Russes, ils sont pas surpris par ce qui se passe, les Chinois non plus. Il n'y a pas de problème. C'est vraiment surtout fait pour rétablir l'industrie aéronautique américaine, montrer qu'on fait des choses. Maintenant, donc, les chasseurs de 5e génération. Génération précédente, F-22, F-35. F-35, le multirôle, l'équivalent, le successeur du F-16, hein, concrètement, en termes d'exportation. Et vous avez Jumpseat Aerobus qui a fait une très belle vidéo sur ce qu'ils appellent le bal des cocus, hein, puisque le F-35, comme ils le décrivent très bien, est un iPhone, c'est-à-dire qu'il a des mises à jour, il est très dur à réparer sans l'oncle Sam. Donc vous avez de légers problèmes. Là, par exemple, vous avez le Danemark qui achète des F-35 pendant que Trump dit qu'il va annexer le Groenland. Si ça ne veut pas dire fuck you, ça voilà, le F-35, ça devient F comme fuck you, concrètement. Et donc, cette métaphore avec l'iPhone, elle n'est pas du tout usurpée, elle est tout à fait exacte. Le F-22, c'est au contraire le chasseur de suprématie aérienne qu'ils n'exportent pas. Peut-être qu'ils vont l'exporter plus tard, hein, comme ils exportent aujourd'hui des variantes du F-15. Mais pour l'instant, non. Peut-être que quand le F-47 sera complètement opérationnel, ça viendra, je ne sais pas. Quoi qu'il en soit, vous voyez que ces deux avions sont furtifs. Ils ont la radar cross-section d'un colibri, concrètement. Encore que ça se discute parce que, la radar cross-section d'un colibri, vous savez, la radar cross-section, c'est un petit peu comme les kilomètres de côte. C'est utile de dire on a tant de kilomètres de côte. Mais comme vous le savez, les côtes, ce sont en réalité des fractales, c'est-à-dire des courbes dans lesquelles on peut zoomer à l'infini. Techniquement pas à l'infini, puisqu'à un moment donné, il y a des atomes, mais vous avez compris le principe. Et par exemple, quand vous prenez la surface des intestins, je crois que ça fait un terrain de tennis, je cite de tête, hein, mais je crois que ça fait ça, l'équivalent d'un terrain de tennis. Si vous prenez vraiment toutes les villosités, les villi, parce que ça crée de la surface en plus. Si vous prenez une éponge de Menger, par exemple, qui est donc, vous savez, c'est un cube dont vous videz l'intérieur, puis encore l'intérieur, puis encore l'intérieur, puis vous avez une surface qui tend vers l'infini, et dans un volume qui est fixe. C'est pour ça d'ailleurs que le charbon actif est utilisé comme antipoison, parce que le charbon actif, par la formation, quand vous avez des braises, c'est pas exactement une éponge de Menger, mais et comme ça une énorme surface dans un tout petit volume. Donc ça permet d'agrafer beaucoup de radicaux libres, beaucoup de poison en ayant juste une pilule. C'est pour ça que le charbon actif est détox. Quand vous dites donc un littoral est comme ça, à tant de kilomètres de côte, oui, c'est vrai, mais c'est faux. Si on voulait s'amuser à sodomiser les lépidoptères, on pourrait regarder en détail que, non, fractalement parlant, si on zoome, en fait, on pourrait donner plus de kilomètres de côte. La radar cross-section, c'est pareil, ça dépend du contexte, ça dépend avec quel radar. Aujourd'hui, vous avez les radars photoniques, radiophotoniques, ça dépend avec quel moyen de détection. Donc, c'est très trompeur, l'idée de la radar cross-section. Mais bon, comme ça, pour le grand public, exactement comme on peut dire l'Algérie ou la France ont tant de kilomètres de côte et ça passe, mais en fait, pour le grand public, vous pouvez dire que vous avez tant de kilomètres de côte. Pour le grand public, vous pouvez dire que vous avez tel radar cross-section, donc typiquement un colibri. Pour le Rafale, c'est plutôt un gros aigle, ou plutôt même un condor quand il est bien équipé. Là, vous avez évidemment des chiffres qui sont pour le public, mais qui sont plus forcément vrais dans l'état actuel des compétences russes. Par exemple, il est de notoriété publique aujourd'hui dans les cercles du renseignement d'une notoriété des cercles de renseignement, pas de public, que le S-400 peut accrocher un B-2 Spirit. Voilà. Un B-2 Spirit, c'est un bombardier furtif, le S-400 peut l'accrocher sans problème. Donc, à partir de là, qu'est-ce qui peut être accroché d'autre en situation de guerre? On peut se le demander. Quoi qu'il en soit, quand vous regardez donc les programmes du F-35 Lightning II, coût à l'unité 91 millions, life cycle, etc. Mais 1,11 trillion au départ en life cycle sustainment cost, donc les coûts sur toute la vie, quoi. Il n'a pas coûté 2000 milliards tout de suite, il y a un millier de milliards qui est sur toute sa vie, donc c'est jusqu'en 2050, je crois, si je ne me gourre pas. Mais il a quand même coûté une blinde. Maintenant, le unit cost avec le life cycle cost du F-22, vous voyez que c'est pas du tout le même délire. Quasiment 700 millions. Donc plus d'un demi-milliard par unité, ça rigole pas. Et ils en ont pas fabriqué beaucoup. Alors pourquoi ils en ont pas fabriqué beaucoup? La question se pose. Est-ce que la doctrine n'était pas bonne? Est-ce que justement le fait que les S-400 puissent l'accrocher ou pas d'ailleurs, j'en sais rien, hein. Ça peut accrocher un B-2 Spirit, mais le F-22 il est sorti bien après le B-2 Spirit, puis c'est pas un bombardier. Donc cela dit, le B-2 Spirit, il n'a pas de dérive de queue. Donc voilà, là ça dit radar cross-section public,
Donc moins qu'un... Exact, voilà, évidemment, la véritable est classifiée, mais c'est moins qu'un colibri. Ok, très bien, mais dans quel référentiel? Et les systèmes de vol, c'est 8 millions de lignes de code pour ces systèmes de vol. Donc alors imaginez ce qu'on peut faire en termes d'obfuscation. L'obfuscation, vous savez, dans le monde de l'informatique, c'est quand vous cachez les intentions réelles d'un logiciel. Ça vous permet d'éviter de vous faire copier. Moi, par exemple, j'ai mon jeu éducatif Guild of Logos. Bien entendu, son code, on l'a obfusqué pour pas que n'importe qui puisse le refaire. Vous pouvez le rétro-engineerer, mais pas le copier-coller, enfin faire le code comme il est en le regardant, parce que vous avez une obfuscation. Vous savez pas exactement comment le jeu fonctionne. Bah là aussi, avec 8 millions de lignes de code, croyez-moi bien que les meilleurs systèmes d'obfuscation ont été utilisés et que du coup, vous ne pouvez pas savoir combien de chevaux de Troie, combien de systèmes d'annulation de vol ou autres, ou de systèmes d'espionnage se cachent dans le F-35. Là, ils vous disent, voilà, ils sont très fiers, 8 millions de codes, bah, ils ont raison, vu le prix qu'ils ont payé, ils peuvent se permettre d'en être fiers. À l'époque d'ailleurs, IBM, pas à l'époque du F-35, mais Steve Ballmer de Microsoft se foutait de la gueule d'IBM en disant, ils payaient leurs codeurs en KLOC, Kilo Line of Code. Vous, c'est débile, mais c'est comme ça, ils faisaient ça. Et bien là, dans ces 8 millions de lignes de code, croyez-moi bien qu'il y a moyen d'obfusquer et de cacher un peu ce qu'on veut, ce qui est un énorme problème et ce qui participe de ce que Jump-Seat Aerobuzz a appelé le bal des cocus. Donc, quand on compare le F-22 et le Sukhoi 57 qui est conçu pour l'affronter, en effet, on voit qu'on a des avions de 5e génération de toute beauté, mais qui coûtent pas du tout le même prix, qui n'ont pas les mêmes problématiques à l'export. Le Sukhoi 57, les Russes ne vont pas l'exporter, si je ne me trompe pas. C'est le 75 Felon qu'ils vont exporter. Felon, donc pourquoi? Parce que les Américains, bien sûr, ils mettent une première lettre, ils vous mettent un mot dont la première lettre est la même que fighter, que ce que vous êtes. Donc si vous êtes un hélicoptère, ils vont mettre un H comme hélicoptère, ce qui va donner le Hind. Si vous êtes un fighter, ils vont mettre un F comme fighter, ce qui va vous donner le Felon, etc. Checkmate, c'est un nom russe, c'est pas le nom officiel de l'OTAN. Je ne sais pas quel nom ils vont utiliser d'ailleurs, ou si c'est avant, les générations d'avant, c'est le Flanker. Et donc pour les MiG 25 et 31, c'était Foxbat et Foxhound. Donc si vous êtes un bombardier, ça va être un B, c'est pour ça qu'il y avait le Badger, etc. etc. Bon, oui, voilà, j'avais noté, je m'étais noté dans mon prédit que le Sukhoi 57 avait été envisagé piloteless. Qu'est-ce que ça veut dire envisagé? Je ne sais pas grand-chose, mais c'est vrai qu'aujourd'hui, la capacité à rétro-engineerer de vieux avions, ce que font les Chinois aujourd'hui à Taïwan, ils ont tout un tas de vieux MiG ou variantes MiG chinoises qui sont sans pilote et qui peuvent saturer le ciel demain. Et ça relativise un peu la question de la furtivité ou pas. Mais en tout cas, envisagez piloteless parce que c'est vrai que ça semble être l'avenir. Le piloteless, ça fait que vous pouvez faire des manœuvres beaucoup plus dangereuses, vous pouvez prendre beaucoup plus de G, et la limite de G devient celle de l'avion, qui n'est pas la même que celle du pilote, qui peut donc tomber en syncope ou mourir, concrètement. Pas seulement mourir à cause de la syncope, mourir physiquement parce que vous avez littéralement centrifugé son cerveau. En effet, ça offre plus de possibilités, outre la capacité de s'autodétruire, etc. etc. Maintenant, vous avez donc, je vous ai dit, ce compromis. Vous avez quelqu'un à suivre, c'est Randy Laz Gordon. Alors, je le recite parce que quand vous voyez ce que ce mec balance en conférence, là, vous comprenez que c'est totalement bullshit le terrorisme intellectuel qui est fait contre Pierre-Henri Chuet. Non seulement, je vous ai dit, son comportement colle pas du tout avec quelqu'un qui a vendu des secrets aux Chinois, mais pas du tout. Mais en plus de ça, et puis en plus, il n'y a aucune preuve, le dossier fait 3 mètres cubes de meringue avec un seul blanc d'œuf, et ça, en général, ça pue la merde en termes de déontologie journalistique. Mais quand vous regardez ce que Randy Laz Gordon, colonel à la retraite, donc colonel que le grade qu'aurait pu atteindre Pierre-Henri Attéchuet s'il avait poursuivi après être un néopan dans l'armée française, dans la marine. Eh bien, si vous voyez ce que ce mec balance au MIT, mais c'est des trucs de fou. Mais vous verrez pas Pierre-Henri vous balancer le 10e de ça. Même pas. Bon, eh bien, vous avez, cela dit, tant mieux pour nous, cette excellente conférence, cette conférence, je vous cite le titre, cette conférence d'un ancien pilote de F-22, pilote de test en plus, donc on parle du gars qui en sait le plus sur le F-22, 5e génération, suprématie aérienne, avion non exporté. Donc ce type sait des trucs qui n'ont rien à voir avec ce qu'on sait en France, par exemple. Parce qu'en France, le Rafale, on l'exporte. On l'a vendu aux Grecs, notamment, parmi nos meilleurs partenaires pour ça. Et le Rafale, c'est un 4,5 en termes de génération. C'est pas un avion furtif avec des soutes. Il est discret, mais pas furtif. Quand il est équipé, il est plus discret du tout. Et puis Pierre-Henri Chuet n'est pas pilote d'essai. Bon, là, c'est le pilote d'essai du F-22 Raptor qui vous fait une conf sur les systèmes de contrôle de vol.
Mais sans pitié, vous ne verrez pas Pierre-Henri Chuet vous faire une conf sur le Rafale. C'est no fucking way, ça. Ou une conf publique générale, vraiment très très large. Là, le gars, il se lâche, il vous dit des trucs que vous ne trouvez pas dans les sources ouvertes, etc. Pas de problème. Bon, elle est géniale, cette conf. Hein. Et dans cette conf, il vous dit... La conception d'un avion, c'est aujourd'hui un combat entre les double E guys et les AE guys. Donc, les double E guys, c'est les electrical engineers, et donc, qui sont responsables de la furtivité notamment, de la compréhension des radars, etc. Et quand j'étais à Stanford, j'étais hébergé par un electrical engineer, une pointure absolue, le professeur Alan Tower Waterman Jr., éduqué à Princeton, professeur à Stanford, en electrical engineering, et qui avait travaillé notamment dans la propagation des ondes dans la haute atmosphère, ce qui allait donner plus tard les armes climatiques. Donc c'est pas une blague, hein. Je prendrai le temps de vous faire une conférence sur les armes climatiques, c'est pas du tout une plaisanterie. Et lui, en tout cas, travaillait là-dessus. Et vous aviez ensuite donc les AE guys, Aeronautics Engineers. Et en effet, les ingénieurs qui sont spécialisés dans l'aéronautique et dans l'aérodynamique, c'est Aerodynamic Engineer précisément, et les Electrical Engineers, c'est pas les mêmes, parce que l'avion de Wonder Woman, l'avion transparent, l'avion invisible, même pas transparent, invisible, complètement invisible. L'avion de Wonder Woman nous explique donc Randy Gordon. L'avion de Wonder Woman, c'est le rêve pour les double E guys, mais ce n'est pas du tout le rêve pour les AE guys, évidemment. Parce que vous ne pouvez pas être manœuvrable comme ça. Donc en dogfight, vous avez de vrais problèmes. Parce que pour être parfaitement invisible, il ne faut pas de dérive de queue, pas de surface de contrôle, etc. Et puis le problème, c'est que pour être manœuvrable, pour pouvoir atterrir sur un porte-avions, plein de trucs, le F-22, à ma connaissance, ne peut pas se poser sur un porte-avions, mais ça ne me surprendrait pas que les Américains nous étonnent là-dessus, ou bien que je sois dépassé, que je sois out of date dans cette compétence-là. Mettez-le moi en commentaire là aussi. Donc, ce combat entre les double E guys et les AE guys, c'est ce qui fait fondamentalement le problème de la conception d'un avion. Maintenant, comme je vous l'ai dit, c'était pas trop une surprise le NGAD. Même là, cet article date de 2022. On avait vu un mystérieux avion à la zone 51. Est-ce que c'était le NGAD ou pas ? En tout cas, ce que notait cet article de façon tout à fait excellente, c'est qu'il avait des formes d'ailes en forme ogivale comme le Concorde. Et c'est vrai que c'est très marrant de voir que les formes des réacteurs, les formes, le bord d'attaque des ailes, etc. Il y a un côté là qui ressemble en effet aux avions supersoniques. Concorde n'est pas hypersonique, il est supersonique, du monde civil. Donc c'était pas anodin. Maintenant, le B2 Spirit, là encore une fois, zéro dérive de queue, et on voit le problème que les chasseurs se bombardisent. Et les bombardiers, c'est pas fait pour manœuvrer. Les bombardiers, c'est fait au contraire pour pouvoir emporter énormément de fret, de payload, et ensuite avec le B2 bien sûr être le plus discret possible, monter très 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 haut, être un avion de high point, ce qui semble être aussi la doctrine qui a présidé à la conception du MiG-41, comme je vous le disais, le high point, donc le point dominant du champ de bataille, qui est une notion qui précède bien sûr l'aviation, hein. Quand Napoléon laisse le plateau de Pratzen à ses ennemis à la bataille des Trois Empereurs, aussi connue sous le nom de bataille d'Austerlitz, il fait une hérésie militaire, il laisse le high point du champ de bataille, mais c'est un piège, c'est pour ça. Donc le point dominant du champ de bataille, ça devient l'espace, aujourd'hui l'espace. D'où la raison pour laquelle le MiG-41 pourrait envoyer des coups de laser à des satellites. On va aussi revenir sur l'importance des satellites dans la détection maintenant des avions. Et donc, évidemment, le B2 Spirit, il est fait pour voler très, très, très haut. Mais si jamais il a un chasseur qui le poursuit, et les Russes ont conçu spécifiquement des intercepteurs, une nomenclature que les Américains n'ont pas. On va revenir aussi à pourquoi les Américains n'ont pas cette nomenclature alors qu'ils pourraient être tout à fait fondés à l'être. Eh bien, quand les avions se bombardisent, il y a des compromis qui se font sur la manœuvrabilité, sur la doctrine, sur le rôle, sur le rayon de virage, etc. Vous avez donc ensuite, bien sûr, le fameux F-117 qui était furtif. Et lui, alors là, son objectif, c'était d'envoyer 2 bombes P-voies guidées laser, marquées au sol par des forces spéciales, par exemple, et ensuite de s'arracher vite fait, bien fait. Alors lui, pour s'arracher, vous voyez tout de suite la différence, il a des dérives de queue. Pourquoi ? Parce que le B2 Spirit, même s'il peut voler bas, c'est un peu comme le B-52, ne peut pas voler aussi bas que le B-52, mais il peut voler bas. Mais le B2 Spirit, il n'est pas fait pour aller s'insérer et être volé bas. Par contre, le F-117, il a besoin, pour ses bombes P-voies, d'être plus proche du sol et de manœuvrer davantage. Donc, vous voyez un avion qui manœuvre, qui est conçu, là, vous voyez par sa forme, pour manœuvrer davantage. Mais ça ne veut certainement pas dire qu'il peut dogfight, parce qu'il ne peut évidemment pas dogfight. Vous voyez, c'est quand même la navette Challenger, le machin. C'est un fer à repasser. Et après, vous avez le problème
du snafu. Alors snafu, je vous en ai parlé dans tout un tas d'autres vidéos qui parlaient du MiG-41 et du J-36 chinois. Snafu, ça veut dire Situation Normal All Fucked Up. Vous avez aussi Foubar, que vous trouvez dans le Soldat Ryan, traduit en français par Foupoudav, foutu pourri d'avance. Foubar, en anglais, c'est Fucked Up Beyond All Reckoning ou Recognition. Donc, niqué de façon à être inreconnaissable. Et Snafu, donc, Situation Normal All Fucked Up. Et ça a donné donc un petit dessin animé à l'époque de la Deuxième Guerre mondiale, le soldat Snafu, qui était là pour éduquer les GI sur les choses qu'il ne fallait pas faire. Donc le soldat Snafu, c'était le Gaston Lagaffe de l'armée américaine qui faisait que des conneries. Et ben la situation militaire, elle est Snafu de façon standard. C'est-à-dire que les salons de l'armement, c'est mignon, où tous les avions sont passés au polish, etc., où les généraux sont dans leur plus belle tenue, enfin uniforme pour l'armée de terre, tenue pour la marine. Bon, c'est mignon ça. Mais dans la vraie vie, en réalité, vous êtes dans la boue, la merde, le sang et la cervelle de votre meilleur pote, et dans la vraie vie, rien ne se passe comme prévu. Et vos systèmes d'armes, ils ont intérêt à être rustiques, ils ont intérêt à pouvoir s'adapter au snafu. Case in point, le F-117, je vous rappelle que les Serbes en ont abattu un, et qu'ils gardent aujourd'hui des pièces du F-117. En plus, vous voyez la honte absolue, Captain Ken With Duel, donc vous voyez le capitaine qui pilotait ce F-117, avec son call sign Wiz, comme Wizard, j'imagine. Voilà, c'est immortalisé dans un musée qu'ils ont abattu. Et ils avaient envoyé à l'époque... Alors, ils ont mis qu'ils en avaient envoyé abattu 3, je crois pas, ça c'est faux. Je crois que ce qu'ils mettent là, pareil, mettez-moi en commentaire si c'est vrai, mais je crois que c'est faux. Ils en ont abattu qu'un à ma connaissance. Mais ma connaissance est limitée. Quoi qu'il en soit, ils avaient bien envoyé ces tracts pour bien se foutre de la gueule de tout le monde en plusieurs langues. Désolé, nous n'avions pas vu qu'il était invisible. Ça, c'est en effet, donc pendant la guerre de Yougoslavie, ça, c'est le monde merveilleux du snafu. Situation normal, all fucked up. Autre case in point, les Russes ont développé le F-117, le T-14. Le T-14 Armata, qui était conçu pour être dronable, lui aussi, être un char autonome. Ouais, aujourd'hui, ils en déploient évidemment aucun en Ukraine, parce que ce serait la honte s'il y en avait un qui se faisait abattre. Et puis, il sert à rien. Honnêtement, il sert à rien. Dans la doctrine actuelle, où un drone à 2000 balles peut vous shooter un tank à 15 millions, il ne sert à rien. Donc, ils en ont produit quelques-uns. Il a fait le tour de la place rouge. C'était mignon. Ça montrait qu'ils voulaient droner leur tank. Très bien. Mais il sert à que dalle dans une guerre actuelle. Ce qui sert à quelque chose, c'est plutôt les systèmes anti-drones là, dont ils ont équipé ce magnifique T-90 que vous voyez ici. D'ailleurs, au passage, là aussi, vous aviez deux filières pour les chars soviétiques. Vous aviez la filière 62-64. Donc vous avez eu le T-64 qui était le super truc qui tirait des missiles, qui avait un autoloader qui vous arrachait le bras. Enfin, j'en ai vu quand je vivais en Ukraine, parce que les Ukrainiens en ont eu pas mal de T-64 BV. Et c'était vraiment, quand il est sorti en 64, c'était une dinguerie technologique. Et il a donné une autre génération qui était le T-80 avec une turbine à gaz. Et les T-80 se sont fait fumer à la guerre de Tchétchénie. Toutes les guerres de Tchétchénie se sont fait déglinguer par les insurgés tchétchènes. Et donc vous avez eu l'autre voie qui était la filière T-62, T-72 et T-90. Et là, on était sur du char rustique, fabricable rapidement, beaucoup moins avancé technologiquement, et au final, c'est eux qui ont dominé les champs de bataille. T-72B3, dernière version avec blindage réactif et tout le Bataclan, et puis bien sûr le T-90, qui est une évolution sans turbine à gaz. Et la turbine à gaz, ça coûtait très cher, ça tombait en panne, etc. L'autoloader du T-64, outre le fait qu'il vous arrachait le bras, il pouvait tomber en panne aussi. Donc bon, il y avait tous ces problèmes-là, mais... Du coup, c'est le T-90 et le T-72 qui dominent aujourd'hui en termes de blindés en Ukraine, mais de toute façon, c'est les drones qui les dominent eux-mêmes. Donc, ils ont les systèmes anti-drones, la Vol-Norez, ils en ont d'autres. Et là, vous voyez un Abrams avec les fameuses Cope Cages, qui sont faites pour éviter les drones, exactement comme vous aviez dans les bars au Vietnam pour éviter les grenades. Vous mettiez un filet anti-grenade. En Algérie, pendant la guerre d'Algérie, vous mettiez un filet anti-grenade aussi. Vous voyez les bonnes vieilles méthodes, parce que la guerre, c'est pas un salon, c'est pas les premiers de la classe, c'est pas l'uniforme bien repassé, c'est snafu, c'est le bordel, c'est les choses imprévues. Ce qui fait que quand un avion ou un appareil d'une façon générale n'est pas assez anti-fragile, n'est pas assez suroptimisé,
eh ben, ça va mal se passer quand il sera en situation de combat. Et en termes de doctrine, là, je vous montre, alors il y a une très belle conférence qui parle de ça, et je vous la recommande. C'est une conférence de l'excellent confrère Lindy Beige, dont je vous ai déjà parlé. Alors, elles sont en anglais, hein, mais magnifique, humour anglais, etc. Et Lindy Beige fait donc de remarquables conférences. C'est lui qui m'a appris que Sir Sidney Smith était en réalité le véritable adversaire dangereux de Napoléon pour la marine, au-delà de Nelson. Sir Sidney Smith. Lindy Beige, donc il improvise des confs, il est remarquable. D'ailleurs, anecdote, hein, j'ai une partie du style de ma chaîne vient de lui, hein, c'est-à-dire que sa façon de faire digérer la connaissance et ensuite parler à l'impro comme ça, c'est évidemment ma façon de faire avant lui, mais j'ai voulu axer ma chaîne là-dessus pour cette raison. Et il vous fait une très bonne vidéo sur le Churchill Crocodile, qui était un char plutôt foireux au départ, avant d'être crocodile, avant d'avoir un lance-flamme. Le Churchill, quand Winston Churchill le verra, il dira « Oh là là, il a encore plus de défauts que moi ». Ce qui n'était pas faux, c'était un peu de la merde comme char. Alors c'est un bon char d'infanterie, extrêmement blindé, très lourd, mais son canon de 6 livres à la con, ça pénétrait que dalle. Par rapport au canon de 17 livres dont il fallait équiper ce qui allait devenir un char principal de bataille, mais le fameux canon de 17 livres qui était de loin le meilleur canon qu'avaient les Britanniques en anti-char, et qui était en fait comparable au 88, même s'il était d'un plus petit calibre, eh ben ils en ont équipé bien sûr les Sherman avec le Firefly. Le Churchill au départ servait à que dalle, quasiment. Mais quasiment à que dalle. Et puis ils en ont fait des variantes. Ils ont fait le AVRE, Armored Vehicle Royal Engineers, qui lui a bien servi avec son énorme pétard, ça s'appelait un pétard, un énorme obus de mortier qui pouvait faire péter des défenses, et le Crocodile. Et il vous donne des stats, Lindy Beige, dans sa vidéo, il vous l'explique très bien. Et en fait, le Crocodile, c'est une des meilleures armes de la Deuxième Guerre mondiale, parce que les gens se rendaient quand il arrivait. Et quand on voit les stats de victoire là où il était, en effet, là où il était, la victoire suivait. C'est ce que diront les Russes avec Zhukov. Là où Zhukov va, la victoire suit. Ils auraient dû dire ça plutôt de Rokossovski. Mais le Churchill, oui, en effet, là où le Crocodile, avec la version lance-flamme, là où il allait, la victoire suivait. Parce que Lindy Beige, encore une fois, l'explique très bien. Vous aviez beau être un SS ultra fanatisé, sous pervitine, quand le Churchill vous avait miséricordieusement arrosé d'essence sans l'allumer, là, vous revoyez assez rapidement, d'une part, votre vie défilée et d'autre part, votre allégeance au Troisième Reich. Donc, ce truc était une machine à se rendre, remarquable. Et du coup, évidemment, à son escorte, et c'est là aussi ce qu'explique toujours très bien Lindy Beige, bravo à lui. D'abord, il pouvait emporter beaucoup plus d'essence. Hein. Un lance-flamme porté par un homme, d'abord, c'est très dangereux pour le porteur et il a très peu d'essence sur le dos. Par contre, là, vous ne voyez pas, mais derrière, il y a une petite charrette que les Britanniques appelaient un Bowser. Alors, j'aimerais bien savoir si c'est de là que vient le nom de Bowser, parce qu'il crache du feu dans Mario, mais mettez-le moi en commentaire, je n'ai pas la réponse à cette question. Quoi qu'il en soit, ce petit Bowser bourré d'essence permettait évidemment au Churchill Crocodile d'en avoir beaucoup plus. Pourquoi je vous parle de ça ? Parce que c'est une question de doctrine. Le char n'a pas été fait pour ça, puis ils se sont rendus compte qu'en fait, il était parfait pour ça. Donc, comme il était très blindé, lent, qui suivait l'infanterie, et pour se rendre, avoir aspergé un SS, un Waffen-SS d'essence, ça fait qu'il se rend. Mais si vous n'avez pas d'infanterie avec vous, il se trouve que le Churchill est un char d'infanterie, il est très lent, il a de grosses chenilles pour traverser les tranchées, et bien si vous n'avez pas d'infanterie autour de vous, ça sert à rien, parce que vous ne pouvez pas vous rendre à un char. Vous ne pouvez pas vous dire « je me rends à un char », c'est pas possible. Il faut se rendre à de l'infanterie. Et bien là, ce fait qu'il soit accompagné d'infanterie plus souvent faisait que c'était une machine à faire se rendre à l'adversaire. Par contre, les hélicoptères de combat, et c'est ce qu'on a découvert en Afghanistan avec l'Apache, là vous voyez le prince Harry qui est pilote d'Apache, qui était pilote d'Apache en Afghanistan, eh bien, on ne peut pas se rendre à un hélicoptère. Donc, en fait, en termes d'insurgés, en Afghanistan, les Apaches, c'était de la merde. Et les Russes s'en sont rendus compte assez rapidement. C'est juste qu'ils cramaient tous les villages, ils s'en foutaient. Mais concrètement, vous ne pouvez pas vous rendre. Donc, qu'est-ce que vous faites avec un Apache ? Vous détruisez tout le monde, très bien, mais du coup, vous avez créé encore plus d'insurgés, puisque les oncles, les parents, les machins vont évidemment rentrer dans l'insurrection à la suite. Donc, en termes de doctrine, l'Apache, il est beaucoup moins bon sur les champs de bataille différents que le Churchill Crocodile. Il a été conçu, mais on n'a pas pensé à tous les cas de figure. Il a été conçu, l'Apache, pour détruire du char soviétique. Il n'a pas été conçu pour faire se rendre des insurgés afghans en Afghanistan. Insurgés, bon, pour nous, résistants, pour des Afghans, évidemment, qui défendent leur pays. Donc, vous voyez, la doctrine, c'est quelque chose de très, très important. Les fameux Kamov Alligator des Soviétiques, des Russes, mais conçus par les Soviétiques au départ, alligator étant donc le terme russe, bien sûr, parce que, comme je vous ai dit, les Américains utiliseraient un terme en H, je ne sais pas lequel,
se sont avérés assez peu efficaces en Ukraine. Bien sûr, ils ont servi à Kursk, notamment une fois qu'ils avaient le contrôle du ciel, ils s'en sont servis. Pareil pour quand vous avez eu le rallye de Wagner. Mais bon, oui, c'est Havok, voilà, parce que c'est le Havok, Rakes Havok, mais en fait, je crois que c'est son vrai nom, c'est le Havok. Donc, voilà, la doctrine, la conception des armes, elle peut souvent être complètement éloignée de la doctrine réelle, de ce qu'on développe quand on est sur le champ de bataille réel. Donc, autre case in point, le Rafale, qui a été conçu bien sûr pendant la guerre froide, à l'époque de l'exercice Able Archer, dans cette période-là, qui n'est pas furtif quand il est équipé, qui est petit, qui signifie donc qu'il a un faible rayon d'action, et qui du coup se fait détroncher. En termes de doctrine maintenant, peut-être que ça aurait été beaucoup mieux, le fameux Super Tucano qu'utilise l'armée colombienne contre les FARC. Alors rien à voir, là, le Super Tucano, évidemment, c'est pas du tout furtif, enfin c'est pas du tout discret comme le Rafale, ça a un rayon d'action beaucoup plus faible, ce n'est pas supersonique, ça n'a pas de turboréacteur, c'est un turboprop, c'est un avion à hélice, ouais, n'empêche qu'il fait très bien le job. Et que notamment en Close Air Support, qui est une mission que peut remplir le Rafale, qui remplit d'ailleurs bien. C'est pour ça qu'on l'appelle omni-role en français, plutôt multi-role pour les Américains. N'empêche que il ne peut pas loiter sur un champ de bataille, le Rafale, il ne peut pas rester sur un champ de bataille aussi longtemps que par exemple le Thunderbolt 2 Warthog avec sa mitrailleuse Avenger 30 mm à l'uranium appauvri, ou cette horrible, hein, ça va de soi, ou ce Super Tucano. Mais ce Super Tucano, il fait le job, mais politiquement, il n'a pas ce qu'on appelle les bells and whistles, les trucs qui brillent, les machins, les trucs qui impressionnent la galerie. Vous voyez, il n'a pas ça. Donc, d'un point de vue politique, envoyer des Super Tucano, ça fait un peu clodo. Mais n'empêche que contre les FARC, ils font totalement le job. Et il est utilisé en Algérie aussi. Donc, et là, vous voyez son bord d'attaque, qui est son profil de ses ailes, avec un aile qui est laminaire, qui est vraiment comme le Mustang, dont je vais vous reparler juste après. Bon, c'est un avion, donc l'Embraer Super Tucano, qui fait totalement le job. Et je vous donne ici des éléments de comparaison. 10 millions contre 100 millions pour le Rafale, plus ou moins. Alors oui, hein, voilà, en termes d'opération, c'est 1,5 kg par heure, donc 1500 € par heure d'opération, contre 20 000 € par heure d'opération. Certes, il fait 600 km/h contre 740 km/h en Close Air Support pour le Rafale. Vous voyez, c'est pas si différent que ça. Alors, certes, le Rafale peut s'insérer plus vite et puis s'exfiltrer plus vite aussi, très bien. Le Rafale peut couvrir 1000 km² par sortie, par exemple au Burkina. Pardon, non, lui peut couvrir 1000 km² par sortie. Au Burkina où il l'emploie, et le Rafale peut couvrir 4 fois plus, mais le Rafale coûte 10 fois plus cher. Donc vous voyez, 10 fois plus cher en CAPEX, en coût d'achat, mais aussi 10 fois plus cher, plus que 10 fois plus cher en OPEX, Operational Expenditure, pas opération à l'extérieur, OPEX dans le sens comptable du terme, c'est-à-dire coût d'exploitation. Donc là, vous voyez aussi qu'en fait, on aurait mieux fait d'équiper l'armée française en Super Tucano, mais bon, politiquement, pas possible de faire ça. C'est juste impossible de faire ça. Mais il y aurait sens, ça ferait complètement sens. Dans la mission Barkhane, par exemple, on aurait eu besoin de bien davantage de Super Tucano, avec bien sûr des flares anti-infrarouges, etc. Mais ça aurait fait complètement le job. Et donc l'Algérie n'en emploie pas, pardon, mais elle aurait tout intérêt à en employer, parce que là aussi, pour tout ce qui est surveillance du Sahara, grosse surface, etc., ça va de soi que le Super Tucano, ça fait le job en termes d'OPEX, mais politiquement, là aussi, ça fait pas, c'est pas aussi impressionnant. Le Rafale peut se ravitailler en vol, ce qui augmente son rayon d'action, bien sûr, avec le fameux buddy-buddy dont vous parle très bien Pierre-Henri Chouet, mais il y a juste un problème quand vous faites ça. Alors là, vous voyez lequel ravitaille l'autre, hein, c'est celui qui a les citernes, hein, donc c'est celui de devant qui ravitaille celui-là. Sauf que vous êtes détronché à des kilomètres quand vous faites ça. Le ravitaillement en vol, c'est très mignon, mais si jamais vous êtes dans un espace aérien contesté avec de vrais systèmes dangereux comme le S-400, là, c'est bon, c'est comme si vous aviez un énorme panneau « Je suis là ». Le ravitaillement en vol en général, alors encore pire si c'est un ravitaillement avec un A400 bien sûr. Alors là ça y est, tout le monde est au courant d'où vous êtes. Le ravitaillement c'est je suis là, bonjour, tirez-moi dessus. Donc évidemment c'est intéressant dans certaines conditions, mais dans les conditions auxquelles doit opérer le F-22 pour la suprématie aérienne ou maintenant le F-47, c'est normal que ces avions se bombardisent, deviennent de plus en plus gros, parce qu'ils vont être appelés à avoir un rayon d'action beaucoup plus grand, à aller beaucoup plus vite, à cramer beaucoup plus de carburant, et à certainement pas se ravitailler en vol, sauf en situation de patrouille semi-temps de paix, etc. Voilà, ou d'intimidation, ou ce que vous voulez. Mais bon, dans situation vraiment pour laquelle ils sont conçus, à savoir quand la merde tape le ventilateur, là, ils peuvent certainement pas envisager de se ravitailler en vol, parce que ça envoie l'information à tout le monde de leur position. Et le ravitaillement en vol, justement, un des gars qui a déposé les premiers brevets
c'est le légendaire Alexandre Prokofiev de Seversky, un russe blanc, donc vous voyez là à l'époque de Porco Rosso, 1914. Porco Rosso, c'est dans l'entre-deux-guerres, mais c'est l'époque voilà, des pionniers de l'aviation, c'est tellement beau, c'est l'époque aussi de Santos Dumont, hein, la Cartier Santos, c'était la première montre poignet, montre bracelet, parce que Cartier avait fait cette montre pour Monsieur Santos Dumont, un des pionniers de l'aviation. C'est encore aujourd'hui le modèle de Cartier le plus vendu. Eh bien, Alexander Prokofiev de Seversky, c'est lui qui dépose les premiers brevets de ravitaillement en vol, vous voyez, ça date. Eh bien, on lui doit un excellent documentaire que vous pouvez voir sur Netflix ou gratuitement aussi sur YouTube, qui s'appelle La victoire par la puissance aérienne en Technicolor avec le soutien de Disney, hein, produit par United Artists, mais avec le soutien de Disney, Walt Disney's Victory Through Air Power. Il faut savoir qu'à l'époque, les Américains avaient déjà compris l'utilisation d'Hollywood pour la propagande de guerre. Casablanca était un film de propagande conçu pour faire retourner Vichy, pour faire que le Maroc devint pro-américain. Donc déjà à l'époque, Hollywood utilisait tout ça. Et donc, vous avez dans ce film Victory to Air Power, Alexandre Prokofiev de Seversky, qui vous, dans un anglais impeccable avec un accent russe magnifique, qui vous parle de la façon dont on pourra battre l'Axe. Et donc, vous avez cette vision, cette carte là derrière lui qui est centrée sur les pôles, qui montre de quelle façon le Japon rayonne, de quelle façon le Troisième Reich rayonne. Et il explique très bien dedans pourquoi il est important d'avoir des bombardiers stratégiques. C'est là que je voulais en venir. Le bombardement stratégique est une fonction de la guerre sans laquelle la victoire en 39-45 n'aurait pas été possible. Le bombardement stratégique, c'est ce qui a mis l'Allemagne nazie à genoux. Ce n'était pas possible de gagner autrement qu'avec ces bombardements stratégiques. Et bien entendu, Prokofiev de Seversky explique pourquoi. À l'époque donc, vous aviez, et pour vous parler de doctrine, la mafia des bombardiers, la Bomber Mafia. Ça a donné cet excellent livre que je vous recommande de Malcolm Gladwell. Donc, ils avaient des gens qui pensaient, dans les bureaux de la planification stratégique américaine, qu'on pouvait faire tout bombardier. Donc il y aurait, parce que vous aviez des mitrailleuses partout, et donc vous aviez des coupoles de canons de 20 mm ou de mitrailleuses .50 sur les forteresses volantes ou sur les Liberator, etc. Et même sur les Mitchell B-25, qui étaient des bombardiers moyens. Et donc, en fait, vous pouviez faire tout bombardier. Puis après, pareil, le retour du réel, le snafu, ils se sont rendus compte, en fait, que ça marchait pas du tout comme ça, et que la doctrine, encore une fois, elle nécessite d'avoir fait un peu de terrain, elle nécessite d'avoir vu les choses de près. C'est une des raisons d'ailleurs pour lesquelles les Britanniques n'avaient pas beaucoup de porte-avions pendant la Deuxième Guerre mondiale, hein, par rapport aux Américains qui en avaient beaucoup. C'est le brouillard bas en mer du Nord, des situations où vos porte-avions servent à que dalle. Il y en a plein. Le brouillard bas en mer du Nord, c'est un peu la norme, c'est pas l'exception. Le brouillard bas dans le Pacifique, par contre, c'est plutôt l'exception que la norme. Dans le Pacifique, qui est un gigantesque océan, vous avez le fameux point Nemo, où le point Nemo, littéralement, à ce point, les gens de la Station spatiale internationale sont plus proches que le reste du monde. Ce point est plus proche de la Station spatiale que de terres habitées quand elle passe au-dessus de lui, tellement il est isolé. Là, oui, il faut avoir des porte-avions, clairement. Donc, cette mafia des bombardiers a eu complètement tort, ça a causé des dégâts considérables et elle a amené la création du fameux P-51 Mustang, qui lui était légendaire, alors moins manœuvrable et pas beaucoup moins manœuvrable que le Spitfire, mais un peu moins. Par contre, avec un rayon d'action de bâtard, avec des ailes qui étaient faites pour ça. Donc vous les voyez ici comparées au Spitfire avec ces fameuses ailes elliptiques et les ailes du Mustang, vous voyez, hein, qui sont très comparables à celles du Super Tucano. Et donc ça, c'était fait pour quoi ? Pour escorter les bombardiers. Parce que le Spitfire n'avait pas le rayon d'action pour escorter les bombardiers, mais le Mustang, lui, l'avait. Donc, on a même envisagé, il y a eu quelques prototypes, de faire des doubles Mustangs comme celui que vous voyez ici. Et ça, c'est vraiment une réflexion sur la doctrine, comme je vous le disais. Donc, vous le voyez aussi pour les bombardiers, le B-52, au départ, Stratofortress, qui a inspiré complètement, hein, parce que c'était Boeing qui a inspiré le 707, clairement. Et le 707, là, vous voyez, ça, c'est un Stratofortress, B-52, qui a été toujours en activité jusqu'à récemment. Hein. Et là, vous voyez le Boeing 707, qui était une révolution dans l'aéronautique et que Pan American, bien sûr, a commandé, mais la TWA aussi, Transworld Airlines, de Howard Hughes. Et vous voyez, en fait, c'est la même configuration, c'est la même philosophie générale, mais c'est pas deux moteurs à chaque fois, c'est un seul. Donc, du coup, il a 4 moteurs au total. Celui-là en a 8, parce qu'ils sont en tandem.
Enfin, pas en tandem, pas l'un derrière l'autre, évidemment, ça c'est pas physiquement possible. Et vous voyez donc le B2 Spirit derrière. Bah, le B2 Spirit, vous vous demandez évidemment en quoi il aurait pu inspirer l'aviation civile. Moi, en tout cas, je me pose cette question. Parce que si ça a inspiré l'aviation civile, pour revenir au complexe pacifico-industriel, pourquoi ça n'inspirait pas l'aviation civile aussi? Bah, la NASA travaille sur des choses comme celle-là. Le B2 est très souvent cité comme exemple de biomimétisme, parce que là, vous voyez un faucon pèlerin qui atteint des vitesses colossales, plus de 300 km/h, quand il plonge sur sa proie et qu'il lui colle un impact de plongée. Évidemment, les échelles ne sont pas les mêmes. Vous voyez derrière le sceau des États-Unis planqué. Donc ça, c'est les conceptions de la NASA. C'est un petit modèle pour une aile volante. Le problème pour l'aile volante, c'est l'aérodynamique. Il faudrait des matériaux qui aient moins de traînée. Il faudrait travailler encore plus les matériaux que Airbus a développés en forme de denticelle de requin pour l'A350 notamment, pour commencer à faire qu'une aile volante soit rentable en termes d'OPEX. Voilà ce qu'on appelle les Blended Wing Body, donc BWB. Ça pourrait arriver dans l'aviation civile, mais il y a plusieurs problèmes. D'abord, il y a la surrégulation. L'aviation civile est surrégulée. Alors, surrégulée, ça veut dire qu'elle est très régulée, mais que ça ne bénéficie pas aux passagers, puisque vous voyez bien que ça n'empêche pas les accidents de Boeing et les conneries que Boeing a faites. Donc, ils arrivent à contourner, mais la régulation est là quand même. Elle continue d'empêcher l'innovation, mais ça serait bien en effet d'avoir des avions qui puissent atterrir sur de plus courtes distances pour avoir des aéroports plus courts, moins bruyants et emporter plus de passagers. Et bien sûr, là, l'avion de Wonder Woman, il est intéressant pour les passagers parce qu'imaginez le sentiment de liberté, le sentiment de plaisir que vous avez si vous êtes dans un avion qui est quasiment transparent ou qui a des écrans partout. Airbus réfléchit à ça, Dassault réfléchit à ça. Alors ça, c'est un trimoteur comme vous le voyez, et il a des winglets qui sont aussi des inventions biomimétiques qui viennent des ailes des rapaces, parce qu'en fait, la traînée est proportionnelle au carré du rayon du vortex, donc c'est mieux d'avoir plein de petits vortex qu'un seul gros vortex, puisque c'est un théorème en mathématiques qu'une somme de carrés est toujours inférieure ou égale au carré de la somme. Il y a une démonstration géométrique très belle pour ça. Vous faites un carré, et puis donc vous faites un carré, et vous mettez des petits carrés à l'intérieur, et vous regardez à quel point vous pouvez, avec des petits carrés, avoir une surface égale au carré total. Eh bien, c'est pas possible, sauf exception si le carré total est un seul carré. Donc c'est pour ça que le théorème en algèbre, c'est qu'une somme de carrés est toujours inférieure ou égale dans le cas particulier où il n'y a qu'un seul carré. Mais donc une somme de carrés est toujours inférieure au carré de la somme. Donc quand vous coupez les vortex avec les winglets en plein de petits vortex, eh ben, vous avez moins de traînée. Et donc ça, les concepteurs aéronautiques civils en ont pris bonne note, parce qu'évidemment, en termes de furtivité, c'est pas bon d'avoir des winglets, et c'est une des raisons pour lesquelles vous n'en avez pas sur les chasseurs. Parce que c'est cool d'avoir des économies de carburant aussi, il n'y a pas de problème. Mais là, ça vous détronche direct d'avoir cette espèce de surface perpendiculaire au bout de l'aile. Mais par contre, évidemment, être détecté pour un avion civil, c'est juste bien. Donc, pas de problème d'avoir ces winglets. Donc, tout ça pour vous parler de la surrégulation. Enfin, c'est vrai, j'aimerais qu'on mette, comme je vous l'ai dit, et ça bouclera la conférence, autant d'énergie dans le civil que dans le militaire. Bah, on a pensé à faire des avions, par exemple, des avions gonflables. Là, vous voyez un avion gonflable qui a été conçu par Goodyear, le Goodyear GA447, un avion gonflable, remarquable. Et on pourrait en refaire aujourd'hui. En gonflable, vous aviez bien sûr les leurres de l'opération Bodyguard, la fausse armée que Patton gardait pour tromper les Allemands, pour faire croire que les Alliés allaient débarquer au Nord-Pas-de-Calais. Au passage, si vous voulez vous convaincre que De Gaulle était bien plus un politique qu'un général, et dans ma bouche c'est un compliment, eh bien vous savez que c'est un politique et pas un général quand il est lui à dire c'est le vrai débarquement en Normandie. Il dit ça pour rallier la résistance en Normandie et s'imposer comme son chef, mais Eisenhower ne lui a quasiment pas pardonné ça, parce que ce faisant, il foutait en l'air un effort colossal d'intoxication des Allemands en disant c'est le vrai débarquement, alors que les Alliés avaient fait l'opération Fortitude, qui était la grosse opération, l'opération Double Cross, l'opération Bodyguard, justement pour que les Allemands ne croient pas forcément que ce débarquement était le vrai. Eh bien, des gonflables F-22, vous pouvez en acheter. Si vous êtes une entreprise américaine, vous pouvez acheter des avions gonflables en forme de F-22 qui ne volent pas, évidemment. Bon, les Américains commencent à dire du coup que le MiG-41, pour revenir à ce sujet, est fake. C'est ce que dit cet article de Brent Eastwood. À mon avis, il se trompe complètement, mais bon, ça fait partie de la politique. Puis là, il le montre, ce MiG-41, avec des missiles sous les ailes. Alors, j'ai pas l'impression que c'est comme ça qu'il va fonctionner, vu que c'est un 6e génération. Mais bon, la bataille politique continue à jouer, c'est normal. Donald Trump a dit...
c'est le premier, le F-47, donc ils sont obligés de dire que du coup, les avions russes, c'est de la merde, mais je serais plus circonspect. Cela dit, pourquoi les Russes, je vous avais dit que j'allais vous l'expliquer, pourquoi les Russes ont des intercepteurs en termes de nomenclature militaire et pas les Américains. Donc comme le MiG-31 par exemple, et maintenant le MiG-41 pardon, qui doit le remplacer. Eh bien, tout simplement parce que les Russes, ils ont eu le mauvais goût de placer leur pays très proche des bases américaines. Et donc, quand vous avez un très grand pays, vous avez besoin d'intercepteurs si et seulement si il y a des bases américaines, enfin des bases ennemies tout autour, qui peuvent pénétrer votre espace aérien très rapidement. Dans ce cas-là, vous avez besoin d'intercepteurs. Les Américains n'ont pas d'intercepteurs parce qu'ils ont un très grand pays et un très grand espace aérien à surveiller qui est même plus grand que l'espace russe puisqu'ils surveillent à la fois les États-Unis et le Canada. Je rappelle que les 3 plus grands pays au monde sont justement la Russie, le Canada et les États-Unis. Donc vous mettez États-Unis, Canada ensemble, boum, ça vous donne le plus grand espace aérien à surveiller. De loin, ajoutez le Groenland, sur lequel il y a la base bien sûr de Thulé. Eh bien, ils auraient besoin d'un intercepteur aussi, mais il n'y a pas de base ennemie à côté d'eux. Donc, ils n'ont pas de nomenclature d'intercepteur. Là, vous voyez en comparaison les bases russes, et vous voyez que c'est le jour et la nuit, hein, quand on dézoome et qu'on compare base américaine, base russe, et vous voyez les bases chinoises, alors là, c'est encore plus petit mais costaud d'une part, et d'autre part, bien sûr, ils vont en développer d'autres. Ça y est, et Trump fait tout pour qu'ils arrêtent d'en développer, c'est pour ça qu'il met des barrières économiques, parce que la stratégie des Chinois, c'est de poser leur base là où ils ont des intérêts économiques. C'est pour ça que Trump a fait pression sur les autorités du Panama pour qu'ils dégagent les Chinois, notamment de l'exploitation industrielle du canal de Panama, parce que là vous voyez aussi pour Djibouti bien sûr, où les Chinois ont des bases, maintenant qu'ils se mondialisent, eh bien ils veulent contrôler davantage de points de resserrement en géopolitique. Maintenant pour terminer, et on a fait un sacré bout de chemin hein, tout de même, eh bien, je vous ai parlé de la détection et de la doctrine et de est-ce que ça vaut la peine de mettre 2000 milliards dans quelque chose qui peut être obsolète, c'est ce que dit clairement Musk. Bah, il a une autre raison de le dire que ne connaissait pas forcément Pierre-Henri Chuet quand il est intervenu sur LCI pour dire il n'a pas défendu Musk parce qu'il voulait défendre Musk, mais il a juste dit oui, c'est la réalité. En effet, il faut reconnaître que les drones, par exemple, typiquement le F-47, il va être avec capacité d'avoir des drones. Il y aura certainement des versions de biplace pour que vous ayez quelqu'un qui contrôle le système de drone et quelqu'un qui contrôle bien sûr l'aviate, enfin qui pilote, quoi, qui navigue et qui aviate. Et donc voilà, vous serez entouré de drones. Et en fait, ce qu'a dit un gars qui s'appelle, je crois, Jim Taylor, quand les Américains ont retiré le Tomcat, ils ont surtout perdu le Phoenix, le missile Phoenix, parce que le Super Hornet ne pouvait pas l'emporter, au début en tout cas, je crois que maintenant si. Donc c'est un porte-missile l'avion, c'est ça la notion de doctrine, on le voit comme un porte-missile. Et comme il se bombardise, alors c'est pas forcément un porte-drone, parce que vous pouvez pas non plus emporter des drones quand vous êtes... Mais il y a des drones qui vont vous accompagner. Et qui peuvent être portés par autre chose, par un gros machin, qui sera peut-être par un bombardier. Il y a un bombardier de type B2 Spirit furtif qui pourra s'approcher et vous livrer des drones. Why not? Ça, c'est le genre de trucs qui peuvent être faits. Snafou, bricolage. Être capable d'adopter, de pivoter. Bon, et bien dans les nouveautés, en fait, vous avez la détection un peu inattendue. Je vous donne un exemple qui n'est pas en aviation, mais vous allez comprendre. En espionnage, vous avez l'attaque Lamp Phone. L'attaque Lamp Phone, c'est les Israéliens qui l'ont développée, peut-être que les Américains l'avaient développée aussi. Là, vous voyez le Jerusalem Post qui vous dit dans un article de 2020, donc s'ils le disent en 2020, ça veut bien entendu dire que les services l'avaient depuis très longtemps, parce que si vous le balancez dans la presse, vous rendez cette attaque inopérable. Donc là, ils montrent qu'en pointant un télescope à une lampe à incandescence, alors évidemment, des gens qui n'utilisent plus de lampe à incandescence, les Israéliens sont capables d'inférer la conversation qui a eu lieu dans la pièce à partir des vibrations du filament incandescent et des variations de luminosité. Est-ce que vous vous rendez compte? Voilà, le niveau d'espionnage possible. Vous avez la même chose avec ce qu'on appelle les microphones visuels. Là, vous voyez, donc c'est dans les Transaction on Graphics, qui vous parlent de tout un tas d'autres méthodes pour avoir des micros visuels. Vous espionnez un bout de papier, par exemple. Là, pendant que je parle, un bout de papier dans cette pièce vibre. Et en filmant un bout de papier, même si la pièce est insonorisée, il est possible de savoir ce que j'ai dit. Vous avez également une société américaine qui a montré qu'avec les signaux Wi-Fi, les interférences de signaux Wi-Fi dans une pièce, ils étaient capables d'identifier la position des gens dans la pièce. Et ça, c'est connu, c'est public, c'est source ouverte. Hein. Et maintenant, vous avez les radars radiophotoniques des Russes qui sont capables de détecter des trucs qui avaient pourtant une radar cross-section très faible. Donc en effet, dans la compétition détection-furtivité,
Moi, je parierais clairement sur la détection. Les efforts à mettre en œuvre pour détecter, pour améliorer la détection, coûtent beaucoup moins cher que les efforts à mettre en œuvre pour améliorer la furtivité. Parce que quand vous améliorez la détection, vous n'avez pas un conflit entre les double E guys et les AE guys. Vous n'avez pas un conflit entre les electric engineers et les aeronautic engineers. Vous faites juste un radar. Il est juste là pour détecter. Il n'y a pas de conflit. Alors qu'un avion, il est là pour être furtif, mais il est aussi là pour voler. Et dans cette bataille, vous ne pouvez pas gagner face aux gars qui font uniquement de la détection. Je pense que les gars qui doivent concevoir des systèmes en mettant d'accord les AE guys et les double E guys ne peuvent pas battre les gars qui doivent concevoir des systèmes qui ne mettent que d'accord les double E guys, electrical engineers. Donc je pense que Musk a tout à fait raison de ce point de vue-là, et je pense que Musk, enfin c'est pas je pense, il le sait. En fait, je conclurai là-dessus. Ça, c'est un article qui date du 13 septembre 2024 qui vous dit « Les radiations de Starlink permettent aux Chinois d'afficher des appareils sur leur radar. Les constellations de satellites aujourd'hui créent des zones où quand un avion passe à travers les signaux envoyés, qui sont des signaux Internet, eh bien, les interférences peuvent être détectées. Et les Chinois ont confirmé qu'ils étaient capables aujourd'hui, uniquement à partir des perturbations d'un avion dans les informations envoyées par Starlink, uniquement à partir de ça, Starlink pourquoi? Parce qu'il y en a beaucoup, vous en avez énormément, 4000, eh bien uniquement avec ça, les Chinois sont capables d'identifier la position d'un avion. Alors est-ce qu'ils ont dit furtif, pas furtif? On ne sait pas, ça c'est de la source publique et ouverte. N'empêche que les Chinois ont poussé le vice jusqu'à publier dans une revue à comité de lecture en 2025, et puis pas n'importe quelle revue, Physical Review Research, ils ont publié cet article que je vous mets et qui sera ma conclusion. Démonstration expérimentale de la puissance électrique, de la rotation de la Terre sur des champs magnétiques, mais aussi la capacité dans les interférences magnétiques avec le Jet Propulsion Lab du Caltech. Alors non, ça c'est américain, ça c'est pas chinois, mais les Chinois l'ont fait aussi. Donc, les Américains ont montré que les perturbations du champ magnétique terrestre induites par le mouvement des avions pouvaient être utilisées pour les détecter. Les Chinois ont montré que les perturbations dans le champ magnétique et les signaux à haute fréquence envoyés par Starlink étaient aussi capables, exactement comme les interférences dans les signaux Wi-Fi, permettent d'identifier quelqu'un dans une pièce. Les interférences dans le Wi-Fi du monde, qui sont les Starlink, permettent aussi d'identifier un avion. Moi, je suis convaincu que c'est un combat que vous ne pouvez pas gagner quand vous avez d'un côté des gens qui n'ont à s'occuper que de l'electrical engineering et de l'autre des gens qui ont à trouver le compromis entre aéronautique et electrical engineering. Eh bien, les gens qui n'ont pas de compromis à faire ne peuvent que gagner. Et c'est pour ça, selon moi, que Trump lance le F-47 en se disant ça va pas être un game changer, peut-être même que ça va être comme le T-14 Armata, c'est mignon, on n'en fera pas beaucoup, ça a été le cas du F-22, c'est mignon, ils en ont pas fait beaucoup, ils ont même arrêté de le fabriquer, donc en un sens c'est un échec, pas en sens politique, pas en sens de commande, pas en sens de raviver Saint-Louis, les usines de Boeing qui, très honnêtement, Boeing aurait pu être en PLS si jamais ils n'avaient pas eu cette commande, mais ils sont too big to fail, alors forcément l'État américain allait leur passer commande. Voilà donc mon opinion sur le F-47, j'espère que cette conférence vous a plu, elle est donc dédiée à Pierre-Henri Attéchuet, et encore une fois, j'espère que vous avez compris l'importance de ce sujet bien au-delà de l'aéronautique, dans les dépenses publiques, dans la conception, dans la philosophie de la recherche et développement, et dans tout ce qui peut vous intéresser si vous regardez cette chaîne.